bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, donc, nous allons aborder le sujet de choisir son appareil numérique. Donc, choisir son appareil numérique, c'est jamais évident, hein, puisqu'on on a toujours, on est toujours dans le doute, hein, savoir exactement comment on peut le choisir, quels sont les critères qu'il faut garder. Est-ce qu'il vaut mieux acheter un ordinateur, une tablette, un téléphone? Donc, on va essayer de voir tout ça. En tout cas, je vais essayer de débroussailler un peu toutes les offres pour que ça soit le plus clair pour vous et pour que vous puissiez justement choisir un appareil qui corresponde à vos besoins et surtout qui soit le plus facile après pour vous. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup hein, qui ont changé leur appareil il n'y a pas si longtemps que ça, mais on va voir aussi si vous devez changer un autre appareil, comment le faire. Voilà. Donc, on va voir dans les différentes parties hein, pourquoi en changer, c'est-à-dire quelles sont les raisons pour lesquelles vous souhaitez changer votre appareil. On va déterminer aussi vos besoins, c'est-à-dire quels sont exactement vos besoins pour acheter l'appareil. Ça ne sert à rien d'avoir une Ferrari si vous faites que de la ville, hein, je le dis toujours, mais c'est vrai, ça ne sert à rien d'avoir un ordinateur qui coûte extrêmement cher et qui soit très puissant si vous ne faites que de la navigation sur Internet. On va après aborder les ordinateurs, tablettes et smartphones. On va faire un petit résumé, quelques liens utiles et puis des conseils. On passera bien sûr aux questions-réponses. On arrêtera l'enregistrement à ce moment-là. On passera aux questions-réponses. On va vous poser quand même quelques questions dès le départ. Donc, on va vous poser trois questions. Alors, la première, c'est changez-vous souvent de matériel informatique? Alors, quand je parle d'ordinateur, hein, je parle de matériel informatique. Donc, entre 1 et 2 ans, entre 2 et 5 ans, entre 5 et 10 ans, on l'achète pour moi. Donc, ce n'est pas vous qui vous en occupez ou je ne sais pas. Ça va être la première question. Ensuite, la deuxième question va être quand avez-vous acheté votre dernier smartphone? Alors, téléphone, hein, j'entends iPhone ou smartphone, entre 1 et 2 ans, entre 2 et 5 ans, entre 5 et 10 ans. Jamais on me donne toujours des anciens téléphones. Voilà, ça, c'est souvent ce qu'on peut avoir aussi, hein, c'est des enfants qui vous donnent leur ancien téléphone. Vous ne savez pas. Quand est-ce que vous l'avez acheté? Ça fait trop vieux, vous n'avez plus la facture. Est-ce que c'est facile pour vous de choisir surtout un nouveau support? Donc oui, vous êtes un pro, vous maîtrisez complètement toutes les informations qu'on peut vous donner. Oui, mais ce sont mes amis qui me conseillent parce que je ne sais pas trop comment faire. Non, je n'y comprends rien et je suis là pour mieux comprendre. Tant mieux. J'espère que vous le comprendrez d'autant plus. Et je ne sais pas. Voilà. Il faut répondre aux trois questions hein, pour que ça soit, pour que vous puissiez valider vos questions. Donc, il y a 7 sur, alors, pas 17, hein, puisqu'on est 14 en fin de compte, moins, moins Julie et puis moins l'ordinateur que je vais vous montrer par la suite. Donc, on est à peu près 14. N'hésitez pas, on va laisser encore un petit peu de temps. Pour ceux qui n'arrivent pas à y répondre, c'est pas bien grave, hein. On va laisser en général 1 minute. Voilà, donc entre 2 et 5 ans, entre 5 et 10 ans pour l'informatique. Ouais, c'est un peu, alors c'est la moyenne hein, pour changer de système en général. Oui, on l'achète pour moi, comme ça vous êtes tranquille. Quand avez-vous acheté votre dernier téléphone entre 2 et 5 ans? Eh oui, malheureusement, c'est des périodes plus courtes, hein, comme les tablettes d'ailleurs, on est dans le même système. On va voir pourquoi. Mais c'est exactement ça, c'est à peu près les périodes. On va voir hein, toutes les périodes. Donc on va pouvoir mettre fin au questionnaire. Voilà, 2 minutes. Donc, vous êtes 73 personnes, 73% à changer votre matériel informatique entre 5 et 10 ans. Alors effectivement, c'est la moyenne pour changer de matériel informatique. C'est à peu près le temps qu'un matériel soit un peu, alors pas forcément obsolète, mais qui soit dépassé techniquement par rapport au nouveau système d'exploitation. Un système d'exploitation, hein, c'est ce qui fait tourner un peu la machine, hein, c'est ce qui va pouvoir mettre en lien en fait le matériel avec votre interface et pour pouvoir avoir une interaction, justement, pour pouvoir aller sur Internet, pour pouvoir... donc vous avez plusieurs systèmes d'exploitation et c'est à peu près la période. Pour les téléphones, effectivement, alors j'avais mis des choix un peu différents, hein, c'est effectivement entre 2 et 5 ans. On va voir aussi pourquoi.
et vous êtes 13% à être des pros, donc vous n'avez pas besoin forcément de mes avis, mais vous allez peut-être pouvoir apprendre des choses supplémentaires, et surtout sur la suite. Donc merci pour le... Je vais arrêter le partage. Voilà. Donc pourquoi en changer? Alors, en général, hein, on change d'ordinateur, ou on change en tout cas de support, la plupart du temps parce qu'il commence à être très lent. C'est-à-dire que vous observez souvent hein, une lenteur qui peut se faire peu à peu. Pourquoi mon système est plus lent? Ou alors, soit c'est une impression, votre système est toujours aussi rapide, c'est simplement l'échange d'informations qui est plus lent. C'est aussi parce qu'on le remplit, parce qu'on ne le nettoie pas suffisamment, parce qu'on ne va pas non plus mettre à jour hein, les systèmes. Et donc, être de plus en plus lent. Le système d'exploitation n'est plus maintenu. Alors ça, c'est exactement ce qu'on a actuellement avec Windows 7, Windows 8, hein, qui ont été arrêtés complètement. Ce qui veut dire qu'on doit passer au minimum au Windows 10. Mais Windows 10 va être arrêté en 2025. Donc, il va falloir payer pour pouvoir maintenir son Windows 10. Alors, arrêter, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas fonctionner. Ça veut dire simplement que tout ce qui est des mises à jour de sécurité, tout ce qui est du développement en fait au sein de Microsoft hein, ou au sein de Apple ou autre, ne sera plus fait. Donc, au bout d'un moment, de toute façon, vous risquez des failles de sécurité trop importantes par rapport au fait de continuer à garder l'ordinateur. Et il est cassé, dommage, j'aimais bien, hein, ça peut être une batterie, ça peut être un clavier qui ne fonctionne plus, ça peut être l'écran qui est cassé et le coût de la réparation est trop important par rapport au fait de racheter un nouvel ordinateur avec un nouveau système d'exploitation. Pour les smartphones, alors on est dans une phase encore un peu plus rapide, hein, puisque le smartphone, lui, il est trop vieux. C'est-à-dire que rapidement, au niveau des applications, on a certaines applications hein, comme WhatsApp, tous les ans, par exemple, en janvier, ils vont vous dire, bah voilà, tel téléphone, telle version d'Android ou telle version d'iOS. Alors les iOS ou les Android, hein, c'est les systèmes d'exploitation pour téléphone, ne vont plus être possibles, en tout cas avec nos applications. Tout simplement parce que le coût de développement ou de ce qu'on appelle rétroactivement, hein, de pouvoir continuer à développer des nouvelles fonctions sur des anciens systèmes va coûter trop cher à WhatsApp, va coûter trop cher à toutes ces sociétés-là pour que ça soit intéressant. Donc, ils préfèrent arrêter tout simplement le fait de développer leur code sur des anciens systèmes. La plupart du temps aussi, il ne tient plus la charge, hein. On a des gros soucis de batterie. Et effectivement, jusqu'à maintenant, sur certains téléphones, alors là, je vais faire un petit aparté par la suite sur Apple, parce qu'Apple, ils sont c'est des très bons téléphones. Le gros souci, c'est qu'on ne peut pas les faire réparer partout. Ils ne vendent pas les pièces détachées. On est obligé d'aller chez Apple pour pouvoir les faire réparer. C'est pas toujours évident pour ceux qui ne sont pas à côté de boutique Apple. Ça devrait changer avec toutes les lois d'obsolescence hein, qui sont faites normalement en Europe. Alors j'avais parlé de ça lors de notre visioconférence pour ceux qui n'ont pas vu sur le reconditionnement des appareils, mais ça va faire partie justement des normes à avoir. Donc ils vont devoir ouvrir un peu le monde de la réparation, en tout cas sur leur téléphone. Pourquoi? Parce que changer une batterie sur un iPhone, dès que ça passe entre les mains autres que Apple, la garantie ne sera plus valide. Donc c'est très tendancieux parce qu'on ne sait pas trop ce qu'il faut faire. Les applications qui ne fonctionnent plus, c'est-à-dire que vous avez des applications qui fonctionnaient, mais par exemple des applications bancaires, mais qui ne peuvent plus fonctionner avec mon ancien téléphone, ou tout simplement des applications internes, hein, les navigateurs Internet ou la boutique d'applications où vous ne trouvez plus d'applications. Vous avez changé de forfait, hein. Actuellement, ils augmentent le coût des forfaits, ils augmentent aussi les données. Donc, ça permet d'avoir un peu plus de liberté, mais même si moi, je ne suis pas forcément pour, mais bon, ça, c'est l'économie qui veut ça. Donc, des forfaits plus importants. Donc, pourquoi pas utiliser un téléphone qui permette de le faire, d'avoir une interaction supplémentaire. La 5G est arrivée, hein, c'est pas pour aller plus vite. Enfin, c'est pour aller plus vite, oui. C'est surtout pour qu'il y ait une interaction supplémentaire et une rapidité d'interaction, surtout entre les systèmes et les ondes. Tout ça, ça a été fait en place, hein, la 5G principalement, pour tout ce qui est de la conduite autonome.
donc la conduite des voitures, hein, pour pouvoir justement appliquer tout ce qui est de la domotique et de la conduite autonome là-dessus. Ensuite, vous avez bah, l'écran qui est trop petit ou l'écran qui est cassé. Voilà, ça, on peut, un écran qui est cassé, bon, on peut le réparer. Pourquoi pas en profiter quand on voit le coût d'une réparation d'un écran par rapport à des téléphones. Moi, un téléphone, ça, euh, on en trouve maintenant à 150 euros. Est-ce que ça vaut vraiment le coup parfois de faire réparer alors qu'un téléphone neuf, on peut le trouver à 100, 150 euros? Ou alors, tout simplement, ça peut venir de vous. Je ne voulais pas prendre trop de retard avec la technologie parce que les téléphones bah, évoluent. Alors, il y a des systèmes qui évoluent très peu, mais en tout cas, des applications, des interactions avec tout simplement l'écran hein, qui est plus agréable, un environnement qui est plus agréable. Pourquoi pas en profiter ou l'appareil photo, profiter aussi des capacités des nouveaux appareils photo par rapport à des anciens. Il montre quelques signes de faiblesse. Alors, vous trouvez qu'il montre des signes de faiblesse que bon, vous avez marre, hein, tout simplement, et puis vous voulez en changer parce que ça vous permet d'avoir un nouveau truc. Et vous n'avez plus assez de place, plus assez de mémoire sur votre téléphone. Les anciens téléphones, par exemple, d'il y a 5 à 10 ans, hein, 32 gigas à peu près. Alors, giga, c'est une norme de données, hein, comme les kilos en cuisine ou les grammes en cuisine. Un giga, c'est 1000 mégas, donc ça permet d'avoir un certain nombre de données sur son téléphone, sur son ordinateur, sur sa tablette. Il y a quelques temps, bon, ouais, quelques années, 32 gigas suffisait amplement parce qu'on avait beaucoup moins d'applications lourdes. On pouvait mettre ces photos sur des cartes SD. Enfin bon, il y avait d'autres moyens comme ça pour compenser. Sur les derniers téléphones, on a quasiment plus de cartes SD. On a plus même de cartes SIM, hein, on va le voir. On a des eSIM, c'est-à-dire des SIM virtuels, et on a beaucoup d'applications qui sont lourdes. Mais on a des téléphones qui maintenant font 128 mégas, 128 gigas, pardon, donc qui ont une capacité de mémoire supplémentaire. Pourquoi pas, effectivement, changer de téléphone dans ces cas? Ou de tablette. Maintenant, c'est plus de téléphone. Pour déjà choisir un appareil, il faut savoir, il faut faire un bilan déjà de votre situation, c'est-à-dire faire un bilan de vos vrais besoins. Quelles sont vos utilisations courantes avec un téléphone, avec un PC? Vous avez plusieurs types, alors je vous en ai mis quatre, hein, mais c'est le type même hein, de ce qu'on est en général face au numérique, c'est un grand débutant ou un débutant. Voilà, je commence avec le numérique, je ne maîtrise pas trop. Est-ce que il faut mieux que j'achète un Mac? Est-ce qu'il vaut mieux que j'achète un PC autrement? Est-ce que Windows 11, il vaut mieux que je l'achète ou racheter un ordinateur reconditionné? Voilà, débutant, ça va être bah, je vais aller sur Internet et puis je fais un peu de rangement. Régulier, ça va être, bah, je sais déjà maîtriser tout ce qui est des applications, je fais un peu de traitement de texte, je vais sur Internet, je vais voir du streaming, j'écoute ma musique, voilà, je maîtrise quand même l'outil, même si je ne vais pas trop loin. Le gamer, lui, c'est quelqu'un qui va avoir besoin d'un peu plus de puissance, hein, puisqu'il va faire principalement du jeu vidéo, de l'encodage vidéo. Mais vous allez voir que le gamer, enfin, un ordinateur de gamer, peut aussi aller à tout moment et un geek. Alors un geek, hein, c'est vraiment un passionné d'informatique qui va avoir des appareils un peu partout, un peu comme mon cas. On va avoir plusieurs écrans, on va avoir des ordinateurs portables, des ordinateurs fixes, on va avoir tout type d'ordinateur parce qu'on va être curieux des nouvelles technologies. Donc, pour quelle utilisation vous en faites, hein, la bureautique ou les gamers? Là, c'est deux utilisations. On a déjà vu votre profil. Est-ce que vous êtes débutant, régulier, gamer ou geek? Après, pour quelle utilisation? Alors, on a deux utilisations courantes, hein, la bureautique, c'est-à-dire vous allez consulter vos mails, vous faites une rédaction de lettres, vous faites un peu de comptabilité, et puis vous allez voir un peu de vidéos, de musique. Mais tout ça tranquillement. Vous n'avez pas besoin d'un ordinateur forcément très puissant pour ça. Ou vous faites vraiment de l'encodage vidéo pour tous ceux qui font du montage vidéo, du traitement de son de l'image. Là, il va falloir un ordinateur un peu différent. Il va falloir ce qu'on appelle un ordinateur de gamer, ou en tout cas avec des puissances supplémentaires,
Parce que dès que vous faites de la vidéo, dès que vous faites un peu de jeu, on va avoir besoin soit de cartes graphiques dédiées, soit de puces dédiées, comme la puce, les nouvelles puces d'Apple, hein, qu'on va retrouver bientôt dans les ordinateurs, puisque le dernier ordinateur, je le disais ce matin, hein, avec les puces intégrées, justement, ce qu'on appelle les structures ARM, vont être développées bientôt sur tout ce qui est ordinateur Windows, à cause ou grâce à l'IA. Voilà. Pour quel budget? Alors, vous avez tous les budgets. On va aller de 150 euros, hein, on peut trouver des ordinateurs, des téléphones à 150 euros sans trop de soucis. Voilà. Et on peut aller à plus de 5000 euros, hein. J'ai même vu des ordinateurs beaucoup plus que ça. Mais dans ce qu'on a couramment, hein, c'est à peu près le prix. En général, quand on change d'ordinateur, on est à peu près dans une fourchette de prix. Voilà. Pour ceux qui ont du Windows, on va le voir, mais c'est dans les 600 jusqu'à 1200 euros. Pour ceux qui sont chez Apple, de toute façon, ça ne commence pas en dessous de 1300 euros, enfin 1100, 1200 euros pour un ordinateur portable de chez Apple. Voilà, on est dans ces ordres de prix. On peut trouver moins cher si on fait quelques concessions par rapport au système d'exploitation. Et vous allez voir pourquoi. Donc, pour ceux qui ont travaillé, quand on travaille en général, on travaille sous deux systèmes spécifiques. On va travailler soit sous Windows, soit sous Apple. Hein, on a l'habitude en général d'avoir ces deux systèmes. Très rarement, on va utiliser des systèmes comme Linux, comme Chrome OS ou d'autres systèmes comme ça d'exploitation qui fonctionnent très très bien, mais qui n'ont pas été développés au niveau de l'entreprise. Voilà. Donc, pour ceux qui ont travaillé sous un travail un peu spécifique, effectivement, ils vont plus aller vers du Windows, des choses qu'ils connaissent, hein, ou de l'Apple. Pour ceux qui sont habitués à utiliser aussi le smartphone, on va aller, bah, de toute façon, il y a deux systèmes, donc ça va être pas grand-chose, mais pour un PC, pourquoi pas? Alors, Apple, pour ceux qui sont sur iPhone, parce que la connexion, c'est très bien. Vous avez aussi un système d'exploitation qui s'appelle Chrome OS, alors les Chromebooks, hein, comme on appelle ça, et qui sont sous le même système Android. Et vous allez voir, je vais vous faire la démonstration après, hein, je vais vous montrer quelques petites choses parce qu'on va y revenir sur un prochain sujet où on va décortiquer vraiment tout ce qui est Chrome OS. Ça peut être un bon système alternatif. On a des ordinateurs qui ne sont pas très chers, qui fonctionnent très bien et ça suffit amplement si vous faites de la bureautique classique. Voilà. C'est très simple d'utilisation et c'est surtout qu'on peut travailler avec des systèmes qui n'ont pas besoin de beaucoup de ressources. Ceux qui ne souhaitent pas investir, alors tous les 36 du mois, parce qu'un ordinateur, c'est à peu près hein, entre 5 et 10 ans. Ceux qui veulent garder un ordinateur beaucoup plus longtemps, on a deux systèmes qui existent, hein. C'est remettre un système d'exploitation sur un ordinateur déjà existant. Au lieu de changer votre ordinateur, vous pouvez simplement changer le moteur à l'intérieur. C'est-à-dire que vous allez mettre du Linux, c'est des systèmes gratuits, ou du Chrome OS qui sont aussi gratuits, et vous pouvez le mettre sur des ordinateurs assez anciens. Moi, je l'ai mis sur un ordinateur, par exemple, de 2000. J'ai mis un système Linux qui fonctionne très bien. Donc, un ordinateur qui a 22 ans. C'est déjà le double, voire le triple hein, de ce qu'on peut avoir normalement en ordinateur. Ceux qui découvrent l'informatique, vraiment les grands, grands débutants, il y a trois systèmes vraiment que je conseille plus que Windows, qui est un peu compliqué, enfin, qui a souvent beaucoup de problèmes suite à des mises à jour ou de l'Apple qui coûte très cher. Pourquoi pas se faire la main sur des systèmes déjà un peu moins chers, un peu moins peut-être efficaces, mais qui permettent simplement de faire déjà une première approche avec l'informatique, de découvrir le système, comment ça fonctionne et d'avoir une vraie interaction avec un téléphone. Ça peut être le Chrome OS, parce que c'est le même système qu'Android. Ça peut être le Linux, alors Ubuntu Debian, je vous ferai voir aussi, ou l'Ordissimo, qui sont des ordinateurs très simples. Alors, l'Ordissimo, c'est du Linux, hein. Je vois qu'il y a des vidéos, mais c'est vrai que l'Ordissimo est très protégé. Il y a trois fonctions simples. Aller sur Internet, voir ses mails et récupérer les fichiers. Voilà. Vous avez trois fonctions qui sont très, très simples sur ces systèmes-là. Alors, ils sont plus chers, mais ça peut être une première approche pour ceux qui ne souhaitent pas aller trop dans le technique. Un PC, et là où vous étiez la majorité à répondre, hein, c'est entre 5 et 7 ans. Effectivement, c'est à peu près le temps que les systèmes d'exploitation changent. Alors, on a eu de la chance hein, sur les Windows, par exemple. Le Windows 10 a tenu beaucoup plus longtemps que n'importe quel système d'exploitation. Apple, on a l'impression que ce n'est pas le même système.
enfin, que c'est le même système qui n'a pas changé, mais tous les ans, ils changent de système d'exploitation. On est passé au Monterey, hein. Avant, on était sur du Big Sur. Avant, on était sur du Sierra. En fait, on n'a pas l'impression que ça change parce que l'interface graphique ne change pas. Et pourtant, tout à l'intérieur a quasiment changé. Mais c'est juste l'interface qui n'est pas modifiée. On a plusieurs niveaux. Alors, vous avez le choix de choisir entre du neuf ou de reconditionné. Alors, si vous voulez du neuf, il n'y a pas de souci, hein, mais sachez qu'effectivement, on va dépenser pas mal d'énergie pour pouvoir avoir les composants. Sachez aussi que les composants vont augmenter à peu près de 20% cette année. Voilà, ils ont annoncé déjà la chose, c'est-à-dire que tout ce qui est des mémoires RAM, des disques durs vont augmenter de 20%. Donc, si vous avez l'occasion de récupérer des anciens disques durs ou d'acheter pendant que ça n'a pas encore augmenté, faites-le. Ça va augmenter d'ici peu. C'est en tout cas les prix prévus pour cette année. En reconditionné, vous avez quatre niveaux possibles. Vous avez le correct, hein, c'est-à-dire ça fonctionne bien, mais ça peut présenter quelques défauts de surface. Alors ça peut être utile pour un premier PC ou alors si vous voulez acheter un PC très haut de gamme qui a un an. Voilà, parce qu'un an, vous avez encore 6 ans, 7 ans pour pouvoir l'utiliser et vous allez avoir quand même des prix qui vont être beaucoup moindres. Ça va passer de 25 à 50% du prix du neuf. Ça peut être une bonne chose. Vous avez donc le correct, ça fonctionne bien. Voilà, on a quelques défauts de surface. Ça va être des rayures, ça va être des coups qui peuvent apparaître hein, sur les surfaces. Bon, ça peut présenter quelques petits défauts de surface. Alors, on est vraiment sur des petites rayures, mais on n'est plus sur des coups. Très bon, c'est que vous avez présenté quelques micro-rayures. C'est vraiment minime, hein. Et puis parfait, vous l'avez comme neuf. Alors ça, vous le trouvez maintenant sur tous les sites. Voilà, que vous alliez sur n'importe lequel, boulanger ou quoi que ce soit, vous allez dans les produits et vous pouvez trouver comme ça tout ce qui est informatique ou téléphone en reconditionné, normalement sans aucun problème. Il suffit de faire une petite recherche. Alors, voilà, je ne sais plus où, mais en tout cas, sur ordinateur portable. Et dedans, voilà, on a ordinateur portable reconditionné. Il suffit de cliquer dessus et vous allez avoir tous les ordinateurs portables reconditionnés. Vous voyez, un MacBook Air, par exemple, en M1. Ça peut être pas mal, ça, parce que pour le coup, il a 3 ans, à peu près, 2 3 ans et vous l'avez à 919 € par rapport au prix du neuf, si on va chercher un neuf, à mon avis. Et là, vous en avez beaucoup, hein. Vous avez 650. Donc, c'est des ordinateurs en général assez haut de gamme que vous pouvez retrouver. Pourquoi? Parce que les personnes, ils sont passés du M1 au M3, parce que c'est souvent des gens qui achètent par contre en neuf et qui veulent revendre à un prix correct leur PC. Ça peut être une bonne optique hein, pour acheter justement des ordinateurs assez, voilà, vous voyez, très bon état, par exemple. Celui-là, il est comme neuf. Vous allez avoir comme ça plusieurs caractéristiques, hein. En tout cas, ça peut être une bonne chose d'aller voir dans les ordinateurs reconditionnés. Alors, je vous ai mis deux, hein. Il y a aussi la Fnac qui fait exactement la même chose. Quand vous allez, même sur les téléphones, hein, n'hésitez pas à aller sur les téléphones. Pareil, hein, vous avez les smartphones reconditionnés. Vous l'avez bien en vert maintenant, hein. C'est bien marqué parce que c'est un vrai marché. Et là, vous avez des smartphones. Voilà, pour ceux qui aiment bien l'iPhone, alors je vous présente l'iPhone parce que c'est souvent les produits les plus chers ou les Samsung, les S21, S24. Mais vous pouvez avoir des iPhones comme ça, certainement pas trop chers, voilà, ou en tout cas moins chers. Moi, j'en pleure, mais voilà, ça reste quand même moins cher que l'iPhone en neuf. Mais pour moi, ça reste déjà hors de prix par rapport à l'utilisation qu'on peut en faire. Mais rien ne vous empêche, hein, parce que c'est vrai que c'est des téléphones qu'on peut maintenir très longtemps. Pourquoi pas? Euh, Faites attention, je crois il y a un problème sur les dernières séries d'iPhone, hein, les dernières iOS d'iPhone. Il y a un petit problème avec le Wi-Fi. N'hésitez pas à les appeler si vous avez des déconnexions intempestives avec le Wi-Fi. Voilà, ça peut arriver. Mais ça peut être une bonne optique d'achat d'aller voir dans le reconditionné. Dans ces ordinateurs-là, vous avez deux types en gros, d'ordinateurs. Les ordinateurs fixes, d'accord, ça va être l'unité centrale auquel on va rattacher un écran. Alors, ça peut être un écran de télé, ça peut être un écran d'ordinateur, ça peut être un écran nomade, hein. C'est-à-dire des écrans qu'on va pouvoir bouger avec nous. Alors, ça, je pourrais vous le montrer.
Et vous avez les ordinateurs portables. Les ordinateurs portables, l'avantage, voilà, comme celui-là, hein, c'est que tout est intégré. Vous avez effectivement le clavier, l'écran, la caméra, le son. Vous avez un tout en un qui peut être utile et surtout si vous voyagez. Les fixes, alors vous avez deux types de fixes. Vous avez les fixes, hein, les grosses tours imposantes. L'avantage de ces grosses tours, c'est que, alors, c'est à peu près le même prix qu'un ordinateur portable hein, dans l'optique. Par contre, l'avantage, c'est que vous pouvez changer les composants très facilement. C'est-à-dire que vous pouvez le maintenir très longtemps. Vous pouvez rajouter des disques, vous pouvez rajouter de la mémoire, vous pouvez changer les composants vraiment sans aucun problème. Pour ceux qui sont un peu, qui ont envie vraiment de le garder longtemps, il n'y a aucun souci. Vous avez vraiment des ordinateurs comme ça qui peuvent. Moi, j'en ai un, je crois que je l'avais acheté à ma fille à 7 ans. Elle a 23 ans maintenant et il fonctionne toujours. C'est-à-dire que j'ai juste changé le disque dur, j'ai changé quelques éléments et je peux l'utiliser comme ça autrement. Le désavantage, c'est qu'ils prennent beaucoup de place, hein. Ils sont toujours sous un bureau, ils peuvent prendre un peu la poussière. Voilà, pour les branchements, c'est pas toujours évident et vous pouvez pas le bouger comme vous le souhaitez. Ils consomment aussi un peu plus. Parce qu'ils ont des cartes graphiques dédiées, ils ont beaucoup plus de matériel, des ventilateurs, des choses comme ça qui vont prendre plus d'énergie. Et vous n'avez pas l'ajout de la batterie qui va justement tempérer cette fonction de gestion d'énergie et l'ajout de l'équipement qui va être obligatoire. Vous avez aussi le mini PC. Alors là, j'ai démonté le mien hein, pour vous le faire voir, parce que un mini PC, c'est ça. Voilà. Là-dedans, j'ai un Windows 10 un complet. Alors, voilà, je vous le montre un de plus près. C'est un PC qui fait, vous voyez, que la taille, par rapport à la taille de ma main, voilà, il est moins grand que ma main, hein, vraiment. Et vous avez toutes les connectiques possibles. Voilà, j'ai des ports USB, j'ai des ports HDMI, j'ai des ports HDMI voilà, pour deux écrans si je veux, et j'ai des ports aussi pour le connecter un peu partout. Je peux le connecter en câble, je peux le connecter en Wi-Fi, ça marche très bien. On a souvent en plus des petites possibilités pour le brancher derrière une télé. Ça peut vous servir de media player. Vous pouvez utiliser votre écran télé comme un PC. Rien ne vous empêche d'utiliser ça. C'est des ordinateurs qui coûtent à peu près 200 euros, 200, 300 euros qui sont très efficaces. Franchement, j'ai pas à me plaindre. C'est mon deuxième hein, que j'achète. Je ne connaissais pas au départ. Et vous pouvez aussi l'avoir comme écran de bureau. C'est-à-dire que rien ne vous empêche d'avoir, ça vous prend moins de place qu'une tour. Alors, c'est moins évolutif, mais c'est aussi efficace si vous faites un peu de vidéo, si vous faites aller sur Internet et si vous faites un peu de traitement de texte. Franchement, c'est hyper efficace. J'étais bluffé parce que je ne pensais pas qu'il y avait autant de choses dedans. Le seul désavantage, c'est que vous n'avez pas des cartes graphiques dédiées. Donc, ne cherchez pas à faire du jeu ou de la vidéo avec. Par contre, pour l'utilisation courante, ça suffit vraiment amplement. Et c'est vraiment pas très cher. On l'a hein, dans dans les mini PC, comme ça, si vous cherchez mini PC, vous allez normalement en trouver, hein. Voilà. Et vous allez voir, vous voyez, c'est 250 euros, 230 euros, voilà. Ça vous offre, et c'est des Core i5, donc c'est des capacités déjà assez importantes, hein. Vous avez 16 gigas de mémoire vive, vous avez 512, alors je vais revenir, hein. Mais vous avez quand même l'ensemble, alors celui-là est un peu plus cher, mais en général, on a des processeurs qui sont des mêmes processeurs que les téléphones, qui marchent très bien ou des processeurs des Intel, hein, souvent, et ils sont déjà bien équipés pour pouvoir être branchés sur deux écrans si vous voulez travailler chez vous. Vraiment, c'est assez bluffant. Pourquoi pas se renseigner? En tout cas, c'est une possibilité. Au lieu d'avoir un ordinateur très lourd, vous voulez changer votre tour, prenez un mini PC, ça vous coûtera quand même moins cher qu'une tour qui coûte en général aux alentours des 600-700 euros. Euh, Après, vous avez trois styles de portables, d'ordinateurs portables. Vous avez les ordinateurs portables pour la bureautique. On a de faibles capacités techniques, mais qui suffisent pour faire un peu d'Internet, pour faire du traitement de texte. C'est le minimum, hein, en général, qu'on demande pour commencer, en tout cas, Internet. Alors, l'ordinateur bureautique, on va voir, hein, mais ça commence avec 4 gigas de mémoire vive. Et puis,
C'est vraiment le, ouais, c'est vraiment le minimum pour. Excusez-moi, j'ai une petite perceuse à côté de chez moi. On va avoir aussi l'ultra portable. C'est un ordinateur beaucoup plus léger. Souvent, c'est du 14 pouces. Alors, ça dépend de la taille de l'écran. Un ordinateur ultra portable, c'est un ordinateur que vous allez pouvoir emmener partout. La taille d'écran, vous avez plusieurs tailles d'écran, hein. Ça va du 14 en général au 17 pouces. Le 13-14 pouces, ça va être principalement pour des ordinateurs ultra portables. Pour les ordinateurs portables classiques, on a du 15 ou 16 pouces. Et pour les ordinateurs portables un peu plus lourds, on va avoir du 17 pouces. Alors, plus vous augmentez la taille de l'écran, mieux vous voyez, hein. Ça peut être très utile justement si on commence à avoir des soucis de vue, d'avoir un écran quand même plus grand pour éviter d'avoir à plisser les yeux ou à se rapprocher de l'écran. Ça va consommer un peu plus, mais c'est souvent des ordinateurs qui sont un peu plus lourds. L'ultra portable, vous l'avez en général à 1 kg, 1,4 kg. Donc c'est vraiment très très léger. Vous pouvez l'emmener partout et ça tient plus longtemps la charge. C'est-à-dire qu'en général, ça tient à peu près entre 10 et 12 heures sans être chargé. C'est vraiment idéal pour les déplacements courants. D'accord? Vous pouvez ajouter à ça un écran nomade. Alors, des écrans nomades, hein, c'est des petits écrans qui vont se brancher directement sur votre écran. Voilà, écran nomade. Voilà, alors, vous avez des 12 pouces, mais vous avez des 15 pouces. Moi, j'ai un écran nomade de 15 pouces, alors ça n'a rien à voir. Voilà. Voilà. On va faire une recherche. Voilà, c'est des écrans qui se présentent comme ça. Vraiment, hein. Vous avez la possibilité comme ça, et c'est des bons écrans. Vous pouvez brancher normalement des téléphones, des ordinateurs, quel que soit l'ordinateur. Rien ne vous oblige hein, d'avoir un gros écran, mais vous pouvez vous balader avec un petit écran nomade et un petit PC comme ça, et puis ça vous sert d'écran portable. Après, c'est sûr, il faut le clavier, il faut le son, mais en son, vous avez pareil, hein, des haut-parleurs nomades, enfin, rien ne vous empêche de tout avoir en nomade, hein, et de pouvoir tout transporter assez facilement. Ça peut être aussi une optique hein, de changement. Le mini PC, en général, c'est vraiment 14 pouces, enfin le PC portable, hein, l'ultra portable. Vous l'avez en 14 pouces la plupart du temps. Bien sûr, ça me choisit ça. 1 kg, 1,4 kg, c'est très facile. Le portable de gamer, par contre, lui, il va être beaucoup plus lourd. Il fait en général 2 kilos minimum, 1,8 kg, vraiment 2 kilos minimum. Il va être très lourd, par contre, il va être très performant. Je vous le conseille si vous faites du jeu, si vous faites des traitements d'image. Vous avez quand même un ordinateur qui tient très bien le choc. Par contre, la batterie va se vider très rapidement. Mais si vous ne le bougez pas beaucoup, si vous avez besoin d'un ordinateur portable chez vous, que vous allez utiliser, que vous pouvez transporter de temps en temps, pourquoi pas un ordinateur de gamer? C'est très efficace aussi. Alors, je vais vous le présenter là-dessus. Voilà. Ça, on a bien la tour hein, qui est comme ça, voilà, qui va être beaucoup plus lourde, hein. Ça, c'est les tours classiques. Vous avez aussi les tout en un. J'en ai pas parlé, mais c'est des ordinateurs où tout est intégré derrière l'écran. Les iMac hein, le font très bien. Moi, j'avais un Asus pendant des années comme ça qui le faisait. Ça permet d'avoir un seul écran avec tout intégré. Donc, juste quelques connexions derrière. Le désavantage de ces ordinateurs-là, c'est qu'ils sont très peu évolutifs. Enfin, on peut changer un peu le disque dur, on peut changer la carte graphique, mais c'est un peu compliqué parce qu'il faut démonter l'écran, c'est toujours un peu risqué. Donc, il vaut mieux dans ces cas-là avoir un ordinateur fixe ou changer. Vous avez le mini PC que je vous ai présenté en direct, hein, qui est vraiment bluffant. Vous avez donc l'ordinateur portable classique, hein. Celui-là, bah, c'est un ordinateur, voilà, le classique du bureautique, hein. Voilà, pas trop de choses. Là, on a
une très mauvaise qualité d'image, on va avoir un ordinateur ultra portable. Je suis désolé pour la qualité d'image, vraiment, elle est pas terrible. Et l'ordinateur de gamer, alors souvent on a des couleurs un peu criardes, ils sont beaucoup plus lourds, beaucoup plus carrés hein, dans l'apparence. Mais sachez que vous les avez au même prix quasiment que les ordinateurs ultra portables avec des capacités techniques supérieures. Donc tout dépend vraiment de l'utilisation que vous voulez en faire. Vérifier, enfin, ce qu'il faut vraiment faire, c'est un état des lieux au départ. Quels sont vos besoins? Qu'est-ce que je veux exactement? Est-ce que je veux un ordinateur qui va me permettre de bouger et je bouge couramment? Est-ce que je veux un ordinateur qui va me permettre de rester chez moi mais avec plus de puissance, que je veux maintenir plus longtemps parce que les ordinateurs de gamers, ils sont facilement démontables aussi? Ou est-ce que je veux un ordinateur classique, fixe? Voilà. Sachant que au niveau des ordinateurs, vous avez aussi un autre choix que vous allez devoir faire, qui est le choix de système d'exploitation. Le système d'exploitation, ça va être aussi important puisque c'est ce qui fait fonctionner, hein, ce qui dirige l'ensemble des composants, des ressources de votre ordinateur avec l'interface que vous avez devant vous. Donc, c'est lui qui va gérer vraiment le comportement entre votre ordinateur et votre façon de l'utiliser. Euh, le plus connu hein, et le plus répandu reste le Windows. Windows actuellement qui a repris des parts de marché. Donc je vous ai mis hop, ici, voilà. Là, on est sur un an, hein. Il était descendu un petit peu et il a monté à 72%, hein. Dans le monde, c'est le système Windows qui est le plus répandu au monde actuellement. Et après, vous avez le système OS X, alors c'est Apple, hein, tout simplement qui est à hauteur de 16%. Ensuite, on va avoir des systèmes alternatifs qui sont un peu moins répandus. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas vendus avec les ordinateurs. C'est des systèmes que vous pouvez rajouter. Moi, par exemple, j'ai acheté mon ordinateur. Ah oui, une autre chose qui peut être important aussi, qui peut être intéressant. Quand vous achetez un ordinateur portable, si vous êtes un peu geek ou si vous avez un peu l'habitude d'acheter des ordinateurs ou de travailler un peu certains systèmes d'exploitation, vous pouvez acheter vos ordinateurs sans système d'exploitation. En général, vous faites une baisse de 100 euros à peu près, hein. Un système d'exploitation, moi j'ai acheté mon Windows à 4 euros. Donc ça peut valoir le coup parce que j'ai fait une baisse comme ça de 95 euros sur mon achat. Euh, L'installation de Windows, c'est assez simple, hein. Vous avez une clé USB, vous mettez dessus, vous démarrez dessus, et puis ensuite il va s'installer tout seul. Vous avez juste un numéro de licence à acheter. C'est pas très compliqué. On a toujours un peu peur au départ hein, de mal faire les choses, mais ça peut être aussi une belle baisse si vous voulez un ordinateur un peu plus puissant. Déjà privilégier les soldes, hein, pourquoi pas. Et puis, vous pouvez aussi ne pas mettre de système d'exploitation. Sachez que le système d'exploitation Linux ou Chrome OS sont entièrement gratuits. C'est-à-dire que vous pouvez les télécharger. Alors, bien sûr, il faudra garder votre ancien PC ou en tout cas le télécharger chez un ami, mais vous pouvez les télécharger sans aucun problème. Et un système, voilà, ça c'est un système Linux. Alors, vous allez voir que, je pense que vous le voyez bien, c'est la même chose en gros hein, qu'un système Windows. C'est-à-dire qu'en bas, j'ai mon icône, hein. Vous voyez qu'en dessous, j'ai l'icône Windows, donc c'est vraiment très proche. Si j'appuie sur l'icône, j'ai les mêmes interactions hein, possibles. Si je veux des applications, j'ai la boutique d'applications. Et quand vous installez un système comme ça, tout est intégré. C'est-à-dire que quand vous installez Linux sur votre ordinateur, vous allez avoir la suite bureautique, vous allez avoir un navigateur Internet, vous allez avoir un, comment, un gestionnaire de boîte mail. Vous allez avoir comme ça tout intégré directement sur Linux. Et c'est aussi simple d'utilisation. Vous avez l'heure, vous avez vraiment, voilà, là j'ai les mises à jour, hein, c'est aussi simple que d'utiliser un ordinateur Windows classique. Voilà. Vous avez tous les programmes, hein. Il suffit de chercher un programme, vous avez VLC. Tout ça, c'est des programmes gratuits. GIMP qui remplace Photoshop, VLC qui est un lecteur multimédia, Audacity pour travailler les sons, Stellarium pour voilà, un générateur de ciel, hein, Stream pour pouvoir, vous avez Zoom hein, aussi, voilà, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir utiliser votre ordinateur couramment d'une façon la plus simple. Vous avez la même possibilité d'avoir vos fichiers et vous avez exactement la même chose, quel que soit le système d'exploitation.
que ça soit du Linux, que ça soit du Google Chrome ou autre, vous avez exactement la même chose, hein. Donc ça peut être une belle alternative quand vous avez le choix d'acheter un ordinateur. Euh, donc Windows 10, 11, hein, qui est sorti depuis quelque temps. Vous avez, alors, on entendait parler du Windows 12 qui devait sortir avec l'IA intégrée. Maintenant, apparemment, il serait sur du 11. On va développer tout ça sur le 11. On ne sait pas trop. On ne sait plus trop en fait, ce qu'ils veulent actuellement. La seule chose qu'on sait, c'est que les capacités minimum, on va le voir après, seront plus les mêmes. macOS, donc c'est le système Apple. Vous n'avez pas trop à vous soucier, hein. Quand vous achetez un Apple, tout est paramétré pour que ça aille chez Apple. Donc, vous n'avez pas trop le choix. Vous ne pouvez pas avoir de l'Apple sur un autre système à part quelques bidouilles. Mais sinon, voilà. Chrome OS, donc qui est le système Chrome. Pareil, hein, avec un système très simple. Alors, je vais partager mon autre écran, voilà, pour vous faire voir un peu le système. Alors, donc, pendant un petit moment, il va falloir faire un petit cache. Ouais. Hop, et je partage. Voilà. Je vais juste réduire ça rapidement. Voilà. Le système Chrome OS, c'est ça, hein, c'est un système très simple. Donc, vous voyez, la même chose, hein, on a quelques icônes. Ça ressemble beaucoup plus à l'apparence un peu d'un téléphone, d'une tablette. On est à peu près sur le même système. Tout est l'environnement Chrome. Donc, si vous avez un téléphone avec un téléphone Android avec un compte Google, pourquoi pas partir là-dessus, puisque vous avez de base, hein, tout est synchronisé avec votre compte. Donc, vous allez retrouver vos photos, vous allez retrouver vos applications, vous avez, pareil, hein, toujours voilà, le Play Store, vous avez tout le système Android classique. Vous allez pouvoir retrouver des jeux. L'avantage de ces systèmes, c'est des systèmes qui n'ont pas beaucoup de ressources, hein, à voir. Moi, l'écran est tactile, donc en plus, je peux utiliser l'écran comme je veux. Vous avez vos fichiers. Et on a exactement la même chose, hein. Les fichiers que vous pouvez aussi retrouver d'ailleurs votre Drive directement. Donc c'est assez facile d'utilisation. Si je vais aller sur mes mails, j'ai mes dossiers, j'ai mes documents, j'ai mon YouTube. Voilà, je peux aller sur ma boutique. C'est vraiment l'environnement Android classique que vous pouvez retrouver directement sur un ordinateur. On me demandait l'autre fois si c'était aussi facile, hein, enfin si Google Chrome OS pouvait retrouver tout ce qui était euh, du, euh, de retrouver le- les imprimantes, etc. Oui, c'est tout aussi facile de retrouver l'imprimante ou de retrouver tout l'environnement chez vous. Votre imprimante va être aussi facile à retrouver que sur Windows ou que sur Apple. La connexion à votre Wi-Fi de la même façon, donc ça peut être vraiment un bon système. En tout cas, un système alternatif. Linux, alors ça appartient à tout le monde. Voilà, c'est le seul système actuellement, hein, qui est ouvert à tous avec le code qui est ouvert à tous. C'est-à-dire que tout est gratuit, c'est des développeurs, c'est une communauté qui s'en occupe et qui le développe pour l'intérêt de tout le monde. Donc c'est gratuit, il n'y a vraiment aucun souci. Et ensuite, vous avez deux systèmes qui apparaissent, hein, dernièrement. C'est Harmony OS de Huawei, hein, puisque depuis leur interdiction aux États-Unis, ils ont développé leur propre système, pareil, à base de Linux, et Qlin, qui est un système qui vient de Chine et pareil, qui a été développé pour éviter l'hégémonie, hein, d'avoir les systèmes Microsoft et les systèmes Apple chez eux, pour pouvoir mieux contrôler le système d'information, on va dire, donc qui est Killing et aussi qui est sur la base de Linux et qui est développé principalement chez eux, hein, je vous rassure. Donc, pourquoi changer aussi de se renseigner auprès des systèmes d'exploitation? Parce que les systèmes d'exploitation, suivant le système que vous allez choisir, vous allez devoir choisir des ordinateurs correspondants. Et vous allez voir que c'est pas du tout la même chose. On a certains systèmes, et là le système Windows, hein, Windows 12, pas Windows 11, qui est de plus en plus plébiscité en tout cas.
va demander de plus en plus de ressources. On est passé, alors le minimum hein, chez eux, vraiment, c'est pas. Moi, je vous conseille vraiment, et on va le voir après, mais c'est de doubler les capacités qu'ils disent parce que sinon, votre ordinateur, il va ramer tout de suite. Voilà. Vous avez plusieurs composants qu'il faut vraiment vérifier et qui sont importants dans le choix d'un ordinateur. Ça va être la mémoire vive. La mémoire vive, c'est ce qu'on appelle la RAM, c'est ce qui permet de faire plusieurs tâches en même temps. Mettons, vous ouvrez votre navigateur, vous allez faire vos mails, vous ouvrez plusieurs onglets, il va vous falloir de plus en plus de mémoire vive. Actuellement, on a le minimum qu'il faut, hein, c'est 4 gigas. Vraiment, c'est le minimum. Je vous le conseille vraiment si vous faites juste un peu d'Internet. En tout cas, sur Windows, moi, je vous conseille même d'aller jusqu'à 8 et 16 gigas pour être à peu près tranquille. Sur Apple, on est à 8 gigas minimum. Les 4 gigas, ça va être vraiment pour Chrome OS et encore, et pour Linux. Là, vous pouvez aller sur du 4 gigas sans aucun problème. Pour le reste, privilégiez du 8, voire du 16 gigas au moins, ça durera un peu plus longtemps. Le processeur et la vitesse. Alors, les processeurs, c'est ce qu'on entend souvent, le processeur i5, le i12, enfin le i7 dernière génération. Vous avez des i7, c'est un peu comme les Clio, hein, les i5, vous avez des Clio qui datent d'il y a 20 ans et puis des Clio qui sont actuels. Pour les processeurs, vous avez exactement la même chose. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que c'est un i3 ou un i5 que ça sera de la dernière génération. Vous avez une composante qui est importante à vérifier quand vous faites le choix d'un ordinateur aussi, c'est la dernière génération. Donc, quand vous êtes sur un ordinateur comme ça, vous voyez que vous avez des informations ici. Vous avez par exemple M1, ça c'est la puce de Apple. Je vais le mettre en plus gros. M1, c'est la puce d'Apple, d'accord? C'est la génération, il y a 3 générations. Maintenant, on est à la M3. 8 Go, c'est la RAM, d'accord? C'est ce qui va vous permettre d'avoir la puissance de calcul. 256 Go, ça va être la capacité de stockage en SSD. Donc, vous avez plusieurs capacités de stockage. Actuellement, on trouve principalement des SSD, c'est des disques durs qui permettent de stocker vos données, vos photos, vos documents, vos films. Tout ça, ça va être sur ce disque dur. Le système d'exploitation aussi va être stocké sur ce disque dur. Le SSD va être un système plus rapide. C'est une sorte de mémoire flash, ça va être intégré dans des puces. Au lieu d'avoir un système mécanique, on va avoir un système d'enregistrement directement sur les puces. Donc, c'est très bien d'avoir ce système-là sur les ordinateurs portables. C'est beaucoup moins énergivore, même sur un ordinateur fixe, hein. C'est beaucoup moins énergivore et c'est beaucoup plus rapide d'avoir un disque dur SSD qu'un disque dur HDD. Pour vos données personnelles, je vous conseille aussi de les sauvegarder sur un HDD, puisque on connaît à peu près la durée de vie d'un HDD, c'est entre 10 et 15 ans. On connaît moins la durée de vie d'un SSD qui est un peu plus récent, même si pour l'instant, on a vu qu'il n'y a pas trop de soucis. Mais par contre, quand un SSD est déficient, vous ne pourrez que très difficilement récupérer vos données. Voilà, un HDD, on peut encore récupérer ces données, on a des programmes pour le faire. On a des systèmes pour le faire. Un SSD, il faut défaire les puces, les remettre ailleurs. C'est très compliqué pour récupérer des données sur un SSD. Donc, privilégiez le SSD pour tout ce qui est du travail de système d'exploitation des applications et privilégiez un HDD pour tout ce qui est de la sauvegarde, en tout cas en plus de vos données personnelles. Donc là, j'ai bien un ordinateur Apple Mac M1. Ça, c'est la puce de Mac. Si vous allez sur celle-là, par exemple, là, j'ai bien un ordinateur. Alors, les données qu'on vous donne, hein, c'est le IdeaPad 3, c'est le type d'ordinateur. C'est en gros le nom de série, hein. IdeaPad 3 comme Clio chez Renault, comme la 208 chez Peugeot. Ensuite, on va avoir des données qui vont être souvent les mêmes, hein, le 15 qui représente la taille de l'écran. Vous voyez ici, j'ai bien un 15 pouces. Donc le 15, en général, ça représente la taille de l'écran ici. Ensuite, i5. Alors ça peut être i5 ou AMD qui représente la puce, c'est-à-dire le processeur. Vous voyez, on a bien un Intel Core i5. Et cette donnée-là, le 1155G7, c'est ça qu'il va falloir aller chercher comme information. C'est-à-dire, est-ce que mon processeur, c'est bien dernière génération ou pas? Et ça, on pourra le savoir qu'en allant aller chercher les informations. La capacité de stockage et la mémoire vive, alors on est sur du 8 gigas. En général, quand on va dessus, il suffit de cliquer dessus et vous allez avoir toutes les informations, hein.
Donc, on a bien un excellent état. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est le descriptif ici. Vous avez toujours un descriptif technique. N'hésitez pas à aller voir. Alors, quelles sont les caractéristiques ou les descriptifs? Alors, on n'a pas beaucoup de choses, les caractéristiques techniques. Voilà, caractéristiques techniques, par contre, pas le descriptif. On a ici qu'il est sous Windows 11. Donc, déjà, on sait qu'il va tenir un peu plus longtemps. L'iCore i5, par contre, j'ai pas le numéro, hein. Je ne sais pas exactement quand est-ce qu'il a été fait. L'Intel Iris graphique, ça c'est la carte graphique, hein. Ça me permet de savoir que en fait c'est une puce et pas une carte graphique, donc je ne pourrais pas faire vraiment beaucoup de traitement vidéo. Ça va être plus être là pour le coup un ordinateur bureautique. D'accord? 1,7 kg, ça me permet de savoir que je vais pouvoir le bouger, mais voilà, il va pas être, c'est pas un ultra portable non plus, hein. Un 15 pouces, de toute façon, ça va pas être de l'ultra portable. L'ultra portable, en général, on l'a, à part très rarement, mais on l'a surtout sur les 14 pouces. La résolution et le Wi-Fi 6. Le Wi-Fi 6, alors vérifiez aussi bien la capacité du Wi-Fi. Actuellement, on est en Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E, ça va être des capacités de transfert, hein, d'informations plus rapides. Souvent, vous avez des ordinateurs moins chers parce qu'ils sont en Wi-Fi 5, donc une capacité de transfert un peu moins rapide. Et Free a sorti le Wi-Fi 7 dernièrement avec sa nouvelle box Ultra qui va avoir une capacité encore plus rapide. Donc ça aussi, c'est à vérifier, c'est la capacité du Wi-Fi. Et si je descends, vous allez avoir une centre d'information. Voilà. Ici, nombre de cœurs, on est sur du 4 cœurs. Donc c'est loin d'être les derniers cœurs, hein. On est actuellement sur du 12 cœurs au niveau des processeurs. Alors, c'est qu'on a séparé la possibilité de calcul, hein, de ces processeurs. C'est pas qu'il va aller plus vite, c'est simplement qu'il va pouvoir faire plus de tâches en même temps. Et 4 cœurs, c'est qu'on est sur un processeur qui est assez ancien maintenant. Voilà, on est sur des processeurs actuellement sur du 10-12 cœurs. C'est ce qu'il faut prendre si on veut que ça tienne un minimum sur le temps, hein. En tout cas pour du Windows 12, enfin du Windows. Pour les autres PC, ça peut encore passer sans aucun problème. Les contraintes logicielles, donc la mémoire de stockage, hein, qui va être importante, les 512, plus vous allez avoir des systèmes d'exploitation assez lourds, mettons du Windows ou de l'Apple, vous allez avoir besoin d'une capacité de stockage plus grande. Si vous avez des capacités de stockage assez petites, ce qu'ils vont vous faire, c'est qu'ils vont vous faire prendre ce qu'on appelle des stockages cloud, hein. Sur OneDrive ou sur Apple, on va vous faire payer du stockage en plus pour avoir des unités de stockage supplémentaires. Voilà, parce que votre système va être vite plein. Un système d'exploitation classique Windows, c'est entre 20 et 30 gigas déjà sur votre disque dur. Sur de l'Apple, on va être pareil, hein, sur du 20-30 gigas facile. Sur du Linux, on va être sur du 15 gigas, 12 gigas, vraiment maximum quand on va ajouter des programmes. Et sur du Chrome OS, on va être à peu près sur du 6-8 gigas, donc sur des systèmes très légers. Le disque dur, hein, dont je vous ai parlé, c'est vraiment le SSD. Il est plus rapide, donc je vous le conseille sur tout ce qui est des ordinateurs portables ou des ordinateurs actuellement, il va être quand même beaucoup plus optimisé. Et vous avez des contraintes logicielles. Alors, les contraintes logicielles, vous avez certains PC qui sont très récents et pourtant qui ne sont pas capables d'avoir du Windows 11. Donc, la dernière version de Windows, c'est tout simplement qui demande certaines contraintes. Les puces TPM, TMP, comme on appelle ça, c'est les puces sécurisées. Toutes ne le sont pas, ou alors il faut déclencher l'action. Renseignez-vous bien quand vous achetez un PC, même si c'est auprès d'un proche, s'il peut passer sur une prochaine version de Windows, en tout cas, si vous êtes sous Windows. Sinon, il va falloir penser au peu autrement. Et certains programmes, hein, qui ne fonctionnent que sur certains systèmes, mettons bah, tout ce qui est alors Microsoft Office, vous pouvez le faire fonctionner assez facilement sur Windows, hein, puisque ça appartient à Windows, Microsoft Office. Et Windows, ça appartient à Microsoft. Donc, il n'y a aucun souci, vous pourrez les faire fonctionner très facilement. Si vous voulez les mettre sur Apple, vous pourrez aussi faire fonctionner sur Apple, mais il va falloir faire une petite démarche et rien n'empêche certains bugs. Mais ils fonctionnent en général aussi assez bien sur Apple. Sur Linux ou sur Chrome OS, vous ne pourrez pas les faire fonctionner, sauf si vous les faites fonctionner en ligne, c'est-à-dire en passant par le navigateur Internet
pour pouvoir les faire fonctionner, mais vous ne pourrez pas les installer sur votre ordinateur. Il va falloir passer par le cloud. Mais rien ne vous empêche de les faire fonctionner de la même façon et de les faire fonctionner gratuitement en plus. Donc, n'hésitez pas. Au niveau des composants, donc, vous avez aussi, si vous faites du jeu, donc la carte graphique hein, qui va être importante, si vous faites du jeu ou de la vidéo. Si vous n'en faites pas, souvent c'est intégré pour tout ce qui est des ordinateurs bureautiques. Vous avez ce qu'on appelle des puces graphiques maintenant, et c'est ce qu'on va avoir de plus en plus, hein, même sur les Apple. On a de moins en moins de cartes graphiques. Par contre, on a des puces graphiques, c'est-à-dire des puces qui vont faire le même boulot que les cartes graphiques, avec beaucoup moins de puissance demandée. Alors, non, ils vont être aussi efficaces actuellement sur les dernières puces M3, j'allais dire une bêtise, ou sur les prochaines puces qu'on va trouver, on va avoir cette capacité d'avoir des puces, donc des ordinateurs encore plus légers et beaucoup moins d'échauffement. Donc voilà, ça c'est une chose qu'il faut vérifier suivant votre utilisation. L'indice de réparabilité aussi, ça permet de savoir si votre ordinateur va pouvoir être réparable. Alors, votre ordinateur, votre téléphone ou votre tablette hein, va être réparable sur plus de temps. Et le poids, qui va être le poids et la taille de l'écran. Ça, on n'y pense jamais assez. Mais tout va être influé. C'est-à-dire que si vous prenez un écran plus grand, un 17 pouces, parce que vous souhaitez mieux voir, il va être moins transportable. Par contre, il va être beaucoup plus confortable à utiliser chez vous. Mais la capacité de la batterie va s'en trouver réduite. Pourquoi? Parce que ce qui prend le plus de place en général, ce qui consomme le plus, que ça soit sur une tablette, un téléphone ou un ordinateur portable, ça va être l'utilisation de l'écran. C'est ce qui consomme le plus hein, en général dans l'utilisation que vous en faites. Donc, plus vous avez un grand écran, bah, plus la capacité de la batterie va être réduite en général. Donc, essayez de voir quel compromis pourrait être efficace pour vous. N'hésitez pas à aller, hein, surtout dans les boutiques avant de faire un achat. Si vous faites des achats en ligne, allez dans les boutiques, vérifiez la taille de l'écran, sous-pesez les ordinateurs, vérifiez la qualité aussi des supports avant de faire votre choix. Ça, c'est important. Et le poids, parce que si vous bougez beaucoup, si vous êtes 6 mois chez vous, 6 mois ailleurs, et voilà, ou si vous travaillez encore assez couramment, si vous bougez beaucoup, n'hésitez pas à voir que le poids aussi peut avoir une importance non seulement sur le dos, mais aussi ailleurs. Les configurations. Alors, je vous ai mis les configurations minimum hein, qu'il faut avoir. Vous avez aussi un lien hein, sur le support sur les configurations minimum pour chaque système. Pour Microsoft, moi, je vous conseille de partir alors, minimum vraiment sur 8 gigas. Il conseille 4 gigas, mais vraiment, partez sur 8 gigas parce que sinon il va ramer très vite. Je vous conseille même d'aller sur du 16 gigas. Pourquoi? Parce qu'avec les prochaines mises à jour qu'ils vont faire, on sait, voilà, ils veulent intégrer l'IA partout. Hein. L'IA, l'intelligence artificielle, va être intégrée pratiquement sur tous les systèmes qui vont être existants, que ce soit les téléphones, les tablettes ou les ordinateurs. Ce qu'ils veulent développer, c'est aussi une possibilité de l'utiliser en local, c'est-à-dire directement sans être connecté à Internet. En utilisation locale, ils se sont rendus compte que si vous utilisez une IA, il vous faut 16 gigas de mémoire vive minimum pour pouvoir le faire fonctionner. On va avoir beaucoup plus de consommation d'énergie, on va avoir une très grande importance sur la RAM et sur la capacité du disque dur en cas d'utilisation locale. Et c'est ce qu'ils veulent mettre en place. Donc, privilégier dans ces cas-là un ordinateur qui peut avoir minimum 16 gigas ou en tout cas qui peut être évolutif jusqu'à 16 gigas minimum, enfin de 16 gigas on a des ordinateurs maintenant qui peuvent avoir du 128 gigas de mémoire vive. Hein. On a des barrettes mémoire, ça coûte pas très cher une barrette mémoire, ça coûte, enfin tout dépend de la capacité, mais on a entre 30 et 60 euros pour une capacité un peu plus importante. N'hésitez pas à regarder ça, hein. Vous avez cette capacité-là qui va être importante. Le disque dur, moi, je vous conseille un 512 gigas minimum. Voilà, parce qu'on va être vite aussi plein avec ces IA qui veulent mettre de partout. Et rien ne vous empêche de séparer votre disque dur pour avoir vos documents ailleurs. Ça vous évitera de trop charger votre disque. Hein. C'est comme un coffre et un moteur dans une voiture. Vous n'allez pas tout mettre dans le moteur ou au même endroit sur la voiture, pareil. Hein.
Vous pouvez séparer un disque dur en plusieurs parties. Une partie pour le système d'exploitation et les applications et une partie pour sauvegarder vos données. Très important parce que si le système d'exploitation crash ou a un bug, ça n'affectera pas vos données. C'est très facile à faire, hein. Vraiment, ça prend 5 minutes à faire. Par contre, je vous conseille vraiment de le faire pour sauvegarder toutes vos données ailleurs. Le processeur, alors un minimum un Intel i5 ou un AMD Ryzen 5 dans les dernières générations, c'est-à-dire des 10 ou 12 cœurs. Ça, on va être sur des 12 ou des 13e génération, il me semble, pour pouvoir le faire tourner. Alors, c'est pas pour. Vous pouvez le faire tourner avec des configurations moindres. Mais si vous voulez le tenir un peu plus longtemps que les autres et pouvoir le faire fonctionner 6, 7, 8 ans, voire un peu plus, si vous voulez vraiment investir, privilégiez un ordinateur qui a déjà des grosses capacités. On est là sur entre du 800 et du 1000-1200 euros hein, quand même sur des ordinateurs de ce tarif-là. Sur Apple, vous n'avez pas trop le choix, hein. Le minimum, vous avez vu, hein, en reconditionné, c'est du 900 euros. Donc, de toute façon, comptez entre 900 et 1500 euros à peu près pour un Apple. L'avantage d'Apple, c'est que vous avez des systèmes, tout l'environnement Apple a été fait pour que ça fonctionne parfaitement avec le système d'exploitation OS X, hein, qui est le système d'exploitation d'Apple. Donc, vous achetez un Apple, tout est configuré, tout est paramétré, tout est nickel pour pouvoir l'utiliser tout de suite. Ils ont un environnement un peu spécifique. Ceux qui sont Apple, qui ont des iPhones, bah oui, allez là-dessus. Par contre, c'est des ordinateurs qui sont effectivement un peu plus chers, mais qui tiennent un peu plus le choc. Ils ont une très bonne qualité de finition et ils ont leur propre technologie. Voilà. Maintenant, il faut accepter d'avoir l'environnement Apple qu'on peut très difficilement remanier. Un environnement Windows peut être comme un ordinateur Linux, peut être complètement paramétré. Un environnement Apple, vous allez être très limité hein, dans le paramétrage, un peu le fond d'écran, quelques applications, même s'ils ont rajouté des widgets. En général, c'est très fixe, hein. Vous avez l'impression que ça bouge pas, que ça évolue pas. Moi, j'ai connu les Apple en plastique hein, d'il y a 10 ans, enfin plus de 15 ans, je crois. Et les Apple maintenant, j'ai rien vu de changer. L'apparence est la même, on a la même barre, on a les mêmes docks, on a tout pareil. Alors pour ceux qui sont très habitués, c'est vrai que c'est très réconfortant parce que ça va pas bouger et c'est très facile pour ceux qui sont habitués. Et la plus basse, hein, parce que vous avez quand même différentes possibilités, 8 Go, 16 Go de mémoire vive, même la plus basse de toute façon fonctionnera très bien avec Apple. Voilà. Par contre, n'allez pas sur des Apple avec des Intel vraiment privilégiés, les puces M1 minimum. C'est la nouvelle génération hein, des puces pour que ça puisse aller avec tous les programmes qui vont en faire. C'est ce qu'on appelle les ARM. C'est-à-dire des puces configurées, ça a des grandes plaques, hein, c'est directement sur les cartes mères. Ça vous fait des énormes puces en fait sur les cartes mères. Et c'est utile, enfin c'est vraiment une capacité assez dingue. Et c'est vraiment eux qui ont développé cette technologie. Merci à eux parce qu'au moins ils ont fait évoluer les technologies actuelles. D'autres configurations, alors là on est sur des configurations beaucoup plus minimales, vraiment, hein, les Chrome OS, si vous avez c'est des systèmes beaucoup plus légers et c'est pour ça que c'est moins cher. On va trouver moi le HP m'avait coûté 160, 200 euros il me semble, avec l'écran tactile, il peut se retourner. Alors, bon, vite fait comme ça, hein, mais c'est vraiment un Chromebook. C'est vraiment celui que j'ai fait, je vous ai montré. Alors, je ne sais pas si vous le voyez. Voilà, l'ordinateur peut se tourner, hein, ce qu'on appelle le zoom, enfin le zoom, le yoga, un truc comme ça. C'est qu'on peut le tourner dans tous les sens. L'écran est tactile. Il pèse 1,2 kg et il a des vieux composants, mais ça tourne très bien et ça va être mis à jour. Alors, Chrome l'a dit, hein, enfin, puisque Chrome, ça appartient à Google. Google l'a dit, de toute façon, les systèmes d'exploitation vont être maintenus pendant au minimum 10 ans. Et si vous n'avez pas Chrome OS, de toute façon, vous pourrez mettre Chrome Flex, qui est une alternative à Chrome OS, qui est en libre, qui est gratuit aussi. Et la configuration, vraiment, c'est 4 Go de mémoire vive, 64 Go, tout passe par le cloud, donc vous avez très peu de besoin de puissance puisque vous allez utiliser la puissance des serveurs de Google. C'est une autre manière de fonctionner,
Mais pour le coup, si vous voulez changer d'ordinateur, vous voulez pas trop investir et vous voulez que ça soit affilié à votre téléphone, que vous faites uniquement d'aller sur Internet, de faire quelques achats, d'avoir même vos propres applications du téléphone sur votre ordinateur, n'hésitez pas, c'est vraiment un bon système. Alors, il a eu une mauvaise presse hein, dernièrement par rapport à la qualité des composants. Il faut savoir que ça a été développé parce qu'aux États-Unis, pendant le Covid, ils ont utilisé beaucoup les Chrome OS pour amener beaucoup d'ordinateurs aux étudiants pour qu'ils puissent continuer à étudier chez eux. Et ils ont dû prendre des matériaux un peu moins nobles et un peu moins résistants pour pouvoir avoir un maximum d'ordinateurs, hein. Tout était coupé quand même à l'époque, un maximum d'ordinateurs à des étudiants. Les étudiants, même si ils sont là, ils sont pas forcément très, on va dire, dans le temps, ils traitent beaucoup, ils font beaucoup de choses. Donc, effectivement, il y a eu beaucoup de problèmes sur la qualité. Mais moi, je l'ai depuis 4 ans. Et franchement, le système est mis à jour. Il fonctionne très bien. J'ai jamais eu de problème avec. Vous pouvez même avoir des comptes invités si vous le prêtez. Vous pouvez même le prêter pour la personne puisse aller sur Internet. Ça, vous ne toucherez pas le compte. Ça, c'est vraiment super. Et Linux. Alors Linux, vous pouvez le mettre sur toute marque. Le minimum, c'est vraiment, euh, je crois qu'il faut 2 gigas de mémoire vive. Donc on peut le mettre sur des anciens, vraiment des très anciens ordinateurs. Au lieu d'acheter un nouvel ordinateur, pourquoi pas le tester, hein. C'est vraiment très très peu gourmand. Vous avez plus de 600 versions de Linux possibles, ce qu'on appelle des distributions. Donc Emmaüs, d'ailleurs la fondation Emmaüs a son propre système, ce qui s'appelle Image Ubuntu, qui permet d'avoir l'ensemble des fonctions en une seule fois, hein. Il suffit de l'installer sans aucun problème. Donc ça, c'est très efficace. Donc, si vous voulez redonner un coup de jeunesse à votre appareil sans avoir besoin de racheter un appareil, essayez déjà ces deux systèmes-là. Chrome OS, hein, vous pouvez le trouver gratuitement, c'est très facile à installer. Il suffit d'aller sur votre navigateur, d'installer ce petit programme qui s'appelle Chromebook Recovery Utility, hein, que vous trouvez dans les extensions. Je vais vous montrer avec. Voilà. Ici, voilà. C'est une petite extension qui s'appelle Chromebook Recover Utility. D'accord? Ça vous permettra de créer votre système d'exploitation, enfin le système d'installation en tout cas sur le système d'exploitation. Donc tout ce que vous avez besoin, c'est une clé USB ou une carte SD d'une capacité de 8 Go. Voilà. Vous allez cliquer sur Commencer et là, vous allez choisir hein, un modèle dans la liste. Alors soit vous choisissez un modèle, moi ce que je vous conseille, c'est d'aller directement, voilà, alors, je reviens en arrière, hein. Vous cliquez sur Saisir directement un numéro de modèle, ici, ah, non, pardon, ici, et vous sélectionnez Google, normalement, voilà, Google Chrome OS Flex. Vous n'avez pas besoin d'aller plus loin. Vous tapez ça et vous n'avez pas besoin. Voilà, le produit, c'est Chrome OS Flex. Et vous cliquez sur Continuer. Ça va vous graver la clé, ça va vous préparer la clé. Vous n'aurez plus qu'à la mettre sur votre ordinateur. Vous démarrez sur la clé et vous pourrez tester le système ou l'installer directement. Attention tout de même. Quand vous faites ça, vous ne pouvez pas l'installer sur une partition, vous allez écraser tout ce qu'il y a sur votre ordinateur. Mais si vous avez un vieil ordinateur, vous pouvez ne serait-ce que changer de disque hein, et puis tester avec un disque, hein. Quitte à le jeter, pourquoi pas le tester? Et vous cliquez sur Continuer. Il va vous demander de choisir la clé sur laquelle vous voulez le graver, hein. Voilà, moi j'en ai une, mais je ne vais pas l'utiliser. Mais il suffit de cliquer là-dessus. Et puis, vous cliquez sur Continuer. Ça va vous supprimer tout ce que vous avez sur la clé. Ça va graver justement le système et vous n'aurez plus qu'à le mettre à votre ordinateur. Et ça sera nickel. Vous aurez votre Chrome OS Flex directement dessus et qui est très utile. Mais je reviendrai. Linux, pareil, hein. Vous avez plein de configurations, que ce soit Ubuntu, Linux Mint, enfin, vous avez des systèmes qui sont très très proches de toute façon. Au niveau des tablettes, puisqu'on a fait à peu près le tour de l'ordinateur. Les tablettes, c'est un peu dans le même style, hein. On va avoir entre 5 ans à peu près de durée de vie de tablette. Un tout petit peu moins quand même que les ordinateurs. 8 ans pour certaines. Alors là, je parle de deux tablettes spécifiques, ça va être l'iPad et la Surface.
Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas sur le même système d'exploitation. iPad, c'est un peu comme un macOS, hein. Ils vont faire évoluer leur système parce qu'ils ont des systèmes très fermés, très cadrés. Et donc, Apple, c'est vrai qu'ils vont maintenir leur système beaucoup plus longtemps. Vous allez aussi avoir une aide, hein. Sachez que chez Apple, vous pouvez les appeler sur tout problème technique, normalement, qu'il y a sur votre iPhone, votre iPad ou votre Mac. Normalement, ils vont vous répondre gratuitement sur tous les problèmes techniques que vous pourriez avoir. Vous avez donc cette capacité. L'iPad est quand même une tablette de très haute qualité, très bien finie, très fluide et qui tient bien dans le temps. D'ailleurs, c'est le plus répandu des tablettes, hein. Vous avez 55% des tablettes qui sont sous iPad. L'avantage, c'est qu'ils peuvent aussi utiliser pour la domotique, pour d'autres choses. Et si vous avez un environnement, par exemple avec un Mac OS ou un iPhone, l'iPad peut aussi servir de deuxième écran. Voilà, vous pouvez projeter vos données aussi sur l'iPad. Tout est paramétrable. Android pour toutes les autres marques. Et puis, vous avez la Windows Surface. Alors, je vous le dis que c'est à part parce que Windows Surface, c'est une tablette ordinateur ou un ordinateur tablette. C'est-à-dire que vous avez un système d'exploitation qui est le Windows 10 ou Windows 11 dessus. Donc, c'est un ordinateur, mais qui va se présenter comme comme une tablette. Mais c'est un vrai ordinateur. Donc, il peut tenir effectivement beaucoup plus longtemps. Il est plus cher, hein, il est à peu près à 1 200 euros, il me semble. Mais voilà, c'est pas exactement la même chose qu'une tablette, hein, qu'on va pouvoir utiliser pour la lecture, pour ses mails ou d'autres choses qu'on utilise en général sur iPad ou sur Android. La taille d'écran, en général, on a du 13 14 pouces, hein, c'est à peu près ce qu'on a. Du 10 pouces pour minimum, hein. 10 pouces, ça va être les petites tablettes, hein, les petites liseuses. Quelques jeux, on va être vite limité quand même sur la capacité, mais ça peut être très utile si vous voulez un complément du téléphone pour pouvoir faire quelques jeux, aller lire vos mails assez facilement. C'est pas non plus extrêmement cher, hein. Vous avez des tablettes qui commencent à 150 euros, hein, les Lenovo par exemple, vous pouvez même les trouver à 120, 130 euros. C'est pas extrêmement cher non plus. Vous pouvez avoir aussi des tablettes jusqu'à 32 pouces. Donc, c'est des écrans télé, hein, mais ça, c'est plutôt utilisé pour les présentations dans les salons, des choses comme ça. Après, rien ne vous empêche d'avoir ça dans votre salon, mais 32 pouces, ça fait quand même beaucoup. En mémoire interne, je vous conseille du 128 Go. On va voir que bah, c'est par rapport aux applications que vous allez mettre dedans, tout simplement. Puisque là, vous n'avez pas trop le choix. Certaines tablettes ou certains téléphones maintenant n'ont plus de carte SD pour le stockage de photos, de musique ou de documents. Donc, privilégiez au minimum un 128 Go, c'est ce qu'on trouve en général, et à mémoire vive, 8 Go. C'est le minimum que vous pourrez, enfin, qui est préconisé en tout cas pour l'achat d'une tablette. Pensez surtout à vérifier les versions d'Android. Alors, les versions d'Android ou d'iOS les plus récentes, il me semble que le dernier iOS, c'est l'iOS 15 qui va apparaître et la version d'Android, ça doit être de l'Android 12. Alors, c'est un peu comme Windows, hein, Windows 10, Windows 11. On va être dans les mêmes styles, hein, dans les versions d'Android. Si vous avez des versions Android trop vieilles, 9 par exemple, vous n'allez pas pouvoir utiliser certaines applications qui ne sont plus disponibles. Si vous allez voir assez rapidement, quand vous allez sur le Google Play ou l'App Store, de toute façon, il suffit que vous alliez sur Google Play ou l'App Store et vous allez voir quand c'est sur mobile ou tablette, voilà, suivant votre version de toute façon, si je veux par exemple le Royal Match, je prends n'importe lequel, hein, mais ils vont vous dire normalement sur tous vos appareils, voilà, donc ça, moi, tous mes appareils qui sont connectés, je peux les utiliser là-dessus, même sur l'ordinateur par exemple, mais ils vont vous avertir de toute façon que certaines versions d'Android, dans les sécurités des données ou dans d'autres choses, enfin, lisez bien, mais normalement, ils vous empêchent ils vont vous dire que sur telle version ou telle version d'Android, vous ne pourrez pas l'installer. Sur des vieux téléphones, vous ne pourrez pas installer, par exemple, ou sur des vieilles tablettes, vous ne pourrez pas installer certains jeux ou certaines applications. Vérifiez bien ça. Donc, privilégiez quand même les dernières versions possibles. Euh, voilà. Donc, pourquoi les tablettes tiennent moins? Comme je disais, hein, ce n'est pas un problème de qualité des composants.
c'est principalement un problème des versions des OS ou des applications ou ce qu'on appelle des versions des surcouches. Alors, pourquoi surcouche? C'est que quand vous avez un téléphone ou une tablette, et là je fais principalement focus sur ces deux-là, vous avez deux systèmes qui se battent actuellement. C'est l'iOS d'Apple ou l'Android qui appartient à Google. Sur ces choses-là, on va rajouter enfin surtout sur Android, vous allez avoir une interface qui va être spécifique à Samsung, une interface qui va être spécifique à Xiaomi, une interface qui va être spécifique à Huawei, et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle une surcouche. C'est-à-dire que sur une base d'Android, de iOS, ils vont, de l'OS Android, hein, de la version d'Android, ils vont rajouter leur propre appareil, enfin leur propre application, leur propre apparence, leur propre thème. Et c'est ces thèmes-là qui ne sont pas maintenus. Ça coûte beaucoup trop cher de développer les OS, de les maintenir dans le temps, que si vous rachetez une tablette tout simplement pour eux. Donc, il vaut mieux pour eux qu'ils ne développent pas trop longtemps leurs applications, mais des tablettes d'il y a 10 ans, moi j'en ai, qui fonctionnent toujours et qui fonctionnent toujours bien. Le souci, c'est qu'il n'y a plus aucune application qui fonctionne dessus, ou très peu d'applications. Je ne peux plus aller sur le Google Play, je ne peux plus aller sur Internet. Pourquoi? Parce que c'est plus maintenu tout simplement. Donc c'est là le problème des téléphones ou des tablettes, hein. C'est pas que c'est une mauvaise qualité comme les ordinateurs, c'est que tout simplement les systèmes, les moteurs qui vont les faire fonctionner ne sont plus mis à jour par les constructeurs pour des questions de coût. Donc choisissez toujours, essayez en tout cas, je vous recommande, hein, c'est de choisir toujours les systèmes par rapport à votre téléphone. Pourquoi? Parce que si vous avez un téléphone iPhone, par exemple, il sera plus facile pour vous d'échanger des données entre un iPhone et un macOS ou un iPad. Si vous avez un téléphone Samsung, Android ou autre, ça sera beaucoup plus facile de partager vos données ou de transférer vos données sur, on va dire, un Chrome OS ou un Windows ou une tablette Android. Pourquoi? Parce qu'il ne vous faudra qu'un seul compte pour avoir les mêmes données sur tous vos supports. Et c'est l'avantage de la synchronisation, même si beaucoup ne connaissent pas hein, ce qui est synchronisé, beaucoup ont peur du cloud, mais ça permet quand même d'avoir les mêmes données, quels que soient vos appareils. Donc si vous avez un téléphone Samsung ou autre, je vous conseille, je vous préconise en tout cas d'avoir plutôt une tablette Android. Voilà, rien ne vous empêche d'avoir une tablette de qualité hein, d'Android et un ordinateur plus Chrome OS hein, ou même un ordinateur Windows hein, qui ont tendance à se rapprocher beaucoup maintenant des systèmes Android, puisque comme vous pouvez le voir, hein, si sur Windows 11 maintenant, vous pouvez installer des jeux, des applications du Google Play. Hein. Il suffit, voilà, j'ai bien mon onglet Windows ici, donc rien ne m'empêche d'installer toutes les applications qui sont en dessous sur mon ordinateur sans aucun problème. Voilà, j'ai même toutes les applications. Voilà. Je peux installer Samsung Note, je peux installer Planet, je peux installer vraiment Scratchbook. Tout ça, je peux l'installer sans aucun souci sur mon ordinateur à partir de Windows 11. Pourquoi? Parce qu'ils vont être en lien. Ils ont la capacité maintenant d'avoir ces systèmes qui se convergent en fait vers un système unique. Et donc, tant mieux pour nous parce que ça va nous éviter d'avoir trop de problèmes après sur différents systèmes. Euh, ensuite, alors que je revienne quand même sur la présentation. Voilà. Donc, vous choisissez là par rapport à des applications spécifiques. Il y a des applications qui ne fonctionnent que sur Android, d'autres applications qui ne fonctionnent que sur iPad. Euh, alors, je parlais un peu de domotique tout à l'heure, ou l'assistant vocal, ou l'accessibilité. Vous avez des applications de domotique qui sont optimisées, hein. Mettons, vous avez une enceinte Google Nest ou une enceinte connectée. Ça sera peut-être plus facile de diriger ça avec un système Android, donc une tablette Android. De même, si vous avez il y a beaucoup de systèmes domotiques hein, qui sont connectés, soit sur les systèmes Google, soit sur les systèmes iPad. Vérifiez bien quand même que par rapport à l'utilisation que vous allez en faire, le choix et tout ce qui est l'environnement de ces logiciels.
Sur les smartphones, on est dans des systèmes beaucoup plus courts. Là, on est sur des changements qui sont de 2 à 5 ans. Et on l'a vu hein, lors du test, mais, lors du sondage de début. Mais c'est vrai qu'on est sur des systèmes beaucoup plus courts. Alors, pourquoi? Parce que déjà, c'est le système qui est le plus développé au monde. C'est-à-dire, c'est pas l'ordinateur qui est dominant, hein, c'est pas la tablette, c'est vraiment le téléphone. Tout le monde a quasiment un téléphone. Tout le monde va pouvoir faire beaucoup d'opérations, que ce soit des opérations bancaires, lire ses mails, téléphoner, heureusement, prendre des photos, voilà. Et c'est l'Android là qui a le marché. Pourquoi? Parce que c'est souvent des téléphones moins chers. Les smartphones Android commencent à 100, 150 euros pour aller jusqu'au 1200 pour les derniers Samsung, hein, voire même un peu plus. Les téléphones iPhone, c'est 1200 euros, il me semble, hein, difficilement moins cher. Donc, après, tout dépend de ce que vous voulez. Tout le monde ne peut pas se permettre, enfin moi, je n'achète pas de téléphone de haut de gamme de Samsung ou de haut de gamme d'Apple parce que j'ai tout simplement pas les moyens de me le payer et j'en vois pas la nécessité. Moi, j'ai des téléphones qui me servent à téléphoner, à l'utilisation du GPS, à lire mes mails, à être connecté aussi à ma banque. J'ai pas besoin de plus, donc pourquoi aller sur des téléphones très chers alors que j'ai une utilisation restreinte de mon utilisation. Donc là, il va falloir aller voir, pareil, hein, vos besoins propres et votre environnement. Donc 80%, hein, plus de 80%, on est à 70% d'Android, 30% d'iOS. Alors iOS, c'est tout ce qui est Apple, iPhone. On est quand même sur du 60-30, hein, pas 70-30. Le reste, c'est vraiment, enfin, il y a pas d'autres systèmes d'ailleurs, hein, parce qu'on est à même pas 1% qu'on exploite tous les autres systèmes. Donc, il y a vraiment deux systèmes qui confrontent, hein, Android ou iOS. Pareil que les tablettes, 128 Go de mémoire minimum. Là, c'est la mémoire de stockage. Vraiment privilégiez ça. Les applications sont de plus en plus gourmandes et vous avez besoin surtout de plus en plus d'applications sur vos téléphones. Pour les vérifications de paiement, pour tout ce qui est des paiements en ligne aussi, on vous demande de vérifier ça, de valider sur un téléphone. Tout ce qui est des validations de connexion, que ce soit sur Google, sur Amélie, sur tous les sites en général, comment, avec des données personnelles propres, on va vous demander de valider votre connexion avec votre téléphone. Alors, ça peut être la validation avec une empreinte digitale, ça peut être une validation par empreinte faciale, ça peut être maintenant des rétines aussi, hein. Vous avez même des systèmes qui repèrent les veines au niveau des mains. Enfin, voilà, vous avez des systèmes qui sont de plus en plus pointus dans les vérifications de vos données. Mais en tout cas, la mémoire interne privilégie 128 Go. La mémoire vive, c'est vraiment 4 gigas minimum. 4 gigas minimum, pourquoi? Parce qu'on va avoir beaucoup d'activités en même temps. Et souvent, on ne ferme pas les applications. Vous avez une petite manière hein, de fermer les applications. Vérifiez bien que, même si c'est de plus en plus optimisé, mais quand vous ouvrez une application pour aller sur Internet, vous ouvrez vos mails, vous ouvrez une autre application de jeu, vous avez un petit bouton, hein, un petit bouton carré en général, qui est en bas de votre téléphone. Alors, je ne sais pas si on pourra le voir, voilà, parce que j'ai oublié de le connecter, mais qui va vous permettre de voir toutes les applications qui sont en route sur votre ordinateur, enfin sur votre téléphone. Fermez-les de temps en temps. Voilà, n'hésitez pas à les fermer parce que ça va vous prendre quand même de la mémoire, malgré tout. 4G ou 5G. Alors, la différence pour une utilisation vraiment courante, hein, quand vous faites vraiment le minimum, franchement, la 4G suffit amplement. La 5G, c'est 100 fois plus rapide que la 4G, mais c'est vraiment, ça a été fait vraiment au départ pour tout ce qui est de la conduite autonome, pour avoir des interactions supplémentaires avec des systèmes embarqués. Donc, pour une utilisation, à part si vous faites beaucoup de vidéos ou si vous avez besoin d'être connecté, mais la 4G suffit amplement. On s'est aperçu par contre qu'effectivement, on était sur des données hein, de sécurité, savoir si la 5G, ça va pas être beaucoup plus néfaste que la 4G, etc. Et on s'est rendu compte, enfin, selon
cas certaines études apparemment qui ont été faites, la 2G qu'on avait avant était plus néfaste que la 4G qu'on a actuellement. C'est un peu les ondes étaient moindres, mais plus puissantes et plus néfastes qu'on a à la 4G. Voire pour la 5G, je ne peux pas vous dire. Je ne suis pas un spécialiste là-dessus, mais en tout cas, la 5G, tous les réseaux n'ont pas la 5G, alors qu'ils ont quasiment tous la 4G. Donc, est-ce que c'est utile? Si vous voulez avoir un téléphone, surtout vu le peu de temps hein, qu'on garde, entre 2 et 5 ans, voilà, dans 5 ans, de toute façon, peut-être qu'on aura plus d'utilité d'avoir la 5G, en tout cas, on aura plus d'utilité d'utiliser l'IA ou tout ça, pourquoi pas? Maintenant, actuellement, dans l'état des choses, la 4G suffit pour une période, en tout cas, de 2, 3 ans, voire 5 ans, à mon avis, ça suffit encore amplement. L'appareil photo, vous trouvez, alors pour le minimum, hein, des capteurs 48 mégapixels, ce qui est largement suffisant, je pense, si vous voulez avoir des photos de qualité. Et puis, il faut le vouloir, hein, parce que quand vous êtes sur votre appareil photo, il faut choisir la possibilité d'avoir 48 mégapixels qui vous fait une photo énorme dans votre capacité de stockage, d'où un stockage de 128 Go minimum, parce que plus vous allez augmenter la, la beauté de la photo, plus vous allez réduire la capacité en interne, puisque plus votre photo sera de meilleure qualité, plus il faudra de poids à votre photo. Donc, plus il faudra d'espace sur votre disque dur, sur votre capacité de stockage pour avoir une photo. Mais le minimum actuellement, c'est 48 mégapixels, hein. Ça fait des très très belles photos déjà. Si vous voulez vraiment des photos de pro ou si vous faites vraiment ça de votre métier, partez à ce moment-là sur de l'iPhone ou des photos, des appareils, des Samsung, des choses très haut de gamme. Vous avez quand même des très beaux capteurs photos qui sont pris. En taille d'écran, il n'y a pas de différence. Maintenant, vous avez, à part certaines, comme le Galaxy, le flop, enfin le Galaxy qui s'ouvre hein, en deux. Mais sinon, tout le reste, c'est du 6,6 pouces. Donc, ça fait un appareil photo, un appareil standard, hein, un Samsung standard. Enfin, un téléphone standard, c'est à peu près la taille d'une main pour pouvoir l'utiliser avec le pouce et avec deux doigts. Voilà, on est sur du 5,5, 5,6 pouces. Vous pourrez très difficilement trouver de toute façon des téléphones plus petits. Les téléphones plus petits, vous avez Asus et puis iPhone qui avait testé, et puis ça a été un flop total. Et les téléphones plus grands, vous avez, il me semble, que le Galaxy, enfin les Samsung qui le font actuellement. Vous avez d'autres marques qui vont apparaître, hein, Xiaomi qui vont faire un téléphone aussi, un double écran hein, qui s'ouvre. Peut être très utile hein, si vous voulez lire des livres ou des choses comme ça. Maintenant, sur une utilisation courante, un 6,6 pouces, c'est déjà suffisant. Ensemble double SIM aussi, quelque chose que vous pouvez vérifier, c'est la SIM. C'est-à-dire la SIM, c'est la petite carte hein, que vous mettez qui va vous permettre d'avoir le téléphone. C'est votre fournisseur d'accès, ça peut être Bouygues, Free, Orange, qui va vous fournir une SIM. Vous avez trois types de SIM différentes en fait hein, maintenant. Alors, la double SIM, ça peut être très utile si vous voyagez beaucoup ou si vous voulez avoir une SIM courante et une SIM quand vous voyagez pour avoir des données supplémentaires. Vous pouvez avoir aussi des SIM qui ne vous accordent que des données. Voilà. Ça peut être utile. Moi, j'ai un téléphone à double SIM. Pourquoi? Parce que pendant des années, j'ai vécu en Italie et donc j'avais une SIM française et une SIM italienne qui me permettait justement de pouvoir me connecter aux administrations d'un pays ou de l'autre, puisqu'on me demandait un numéro italien ou un numéro français. Et quand on part aussi à l'étranger, alors en dehors de l'Europe, hein, vous pouvez aussi bénéficier de cette SIM-là. Au lieu d'avoir des données qui vont vous être débitées, vous pouvez acheter, en tout cas louer, en tout cas, pendant une durée d'une semaine, 15 jours, une SIM que vous allez mettre dans votre téléphone qui va vous servir pour recevoir toutes les données mobiles à distance et ça va être beaucoup moins cher en général que ce qu'on vous compte au niveau de vos fournisseurs d'accès. Vous avez aussi, alors de plus en plus, hein, maintenant, on a les eSIM. Donc, pour éviter d'avoir des tiroirs d'applications, pour avoir des téléphones étanches, maintenant, certains fournisseurs vous accordent des eSIM. C'est des cartes SIM virtuelles, hein, tout simplement. Vous payez quand même de la même façon, hein. Vous payez 10 euros de toute façon par carte SIM. Sachez-le, que ce soit une SIM virtuelle, une SIM nano SIM,
voilà, ça aussi à vérifier, hein. Les nanos, les micros, les différentes tailles de cartes SIM. Vérifiez bien ça aussi quand vous achetez votre téléphone. On avait acheté un téléphone à mes parents dernièrement et c'était des nano SIM. Donc, il a fallu qu'on rachète des SIM au niveau de leur fournisseur d'accès. C'est 10 euros hein, par SIM. Donc, voilà, mais à vérifier avant. La capacité de batterie, à vérifier aussi. Si vous voulez un téléphone qui dure dans le temps, privilégiez une batterie qui a une bonne capacité, hein. Voilà, c'est comme un camion. Plus vous voulez en avoir, plus vous voulez en mettre, bah, plus il vous faut un gros coffre. Ça va être exactement de la même façon qu'on va avoir les batteries. Moi, je vous conseille, si vous voulez tenir une semaine à peu près, enfin quelques jours sans recharger, c'est 5000 mAh. Alors, mAh, ouais, milliampères heure, il me semble. Peut-être que je me trompe. Je ne suis pas très bon en électricien, en électricité, dans les normes. Mais en tout cas, ça permet d'avoir un téléphone qui tient le choc, en tout cas sur la durée. Voilà. En processeur du 8 cœurs, vous voyez qu'on est loin des 4 cœurs hein, qu'on nous proposait tout à l'heure. Les 8 cœurs, pourquoi? Parce qu'on fait beaucoup de choses en même temps avec un téléphone et quelques téléphones spécifiques. Alors, vous avez les téléphones Doro qui sont spécifiques pour des utilisateurs débutants qui maîtrisent très très mal le téléphone avec des ordres en français. Et vous avez surtout un appel d'urgence qui est basé derrière, enfin un bouton d'urgence que vous déclenchez et qui vont avertir vos proches et les, les centres de secours aussi qui peuvent avertir comme ça très facilement. Sachez que vous pouvez le faire maintenant avec n'importe quel téléphone en appuyant 5 fois sur la touche on-off de votre téléphone. Vous avez aussi cette mode urgence qui existe. Et certains téléphones qui ont un mode simplifié, alors sur les Samsung, je sais, ou sur qu'on appelle les modes enfants, ou en tout cas certains modes simplifiés qui permettent de limiter l'interaction aux écrans. C'est-à-dire que vos applications vont rester en place, quelle que soit la durée d'appui sur l'écran. Ça, c'est très utile. Vous pouvez le paramétrer hein, si vous aidez quelqu'un. Voilà, ça peut être aussi très utile. L'Asus il le faisait très bien. Petit récapitulatif des supports. Donc pour Apple, vous avez à peu près tout, hein. Vous avez des ordinateurs fixes, le Mac mini, l'iMac, le grand écran hein, avec tout intégré, très utile. L'ordinateur portable, vous avez le MacBook Air et le MacBook Pro, vous n'avez pas trop le choix. Dedans, vous avez deux, trois choix en général de configuration. MacBook Air, il est plus petit, mais vous avez moins de connectiques, mais il est moins cher et il est plus léger. Le MacBook Pro, c'est vraiment pour ceux qui l'utilisent couramment, pour ceux qui font, je trouve, hein, vraiment du design industriel, qui travaille l'image, qui travaille la vidéo. Sinon, le MacBook Air suffit amplement. Julie a fait, par exemple, des montages vidéo avec le MacBook Air, elle n'a aucun souci pour les faire. En téléphone, bah, il n'y a que l'iPhone, il n'y a pas grand-chose. Après, vous avez l'iPhone 12, l'iPhone XR, vous avez l'iPhone 13, l'iPhone 14, l'iPhone 15, voilà. Et on va passer comme ça. Mais vous n'avez qu'un seul modèle, qui se ressemble d'ailleurs pratiquement tous. Il n'y a que, il me semble, le capteur de photo qui change un peu derrière, mais la configuration et puis le système d'exploitation qui va être à l'intérieur. Très bon téléphone hein, qui dure très bien dans le temps. La tablette, l'iPad. Voilà. Au moins, c'est simple, hein. Chez Apple, vous n'avez pas beaucoup de modèles, mais ça va être très cadré. Pour tout ce qui est des autres marques, parce que HP va faire Windows 10, Windows 11, Chromebook, on peut mettre du Linux, on peut mettre un peu de tout. Donc toutes les autres marques, après, on a à peu près les mêmes composants dedans. Après, voilà, ça va être surtout sur la qualité des composants et la qualité des matériaux. Moi, j'ai un HP alors, qui est sous Chromebook, qui est tout en plastique qui n'a pas de rétroéclairage du clavier. J'ai un Acer qui a un rétroéclairage du clavier qui va être un peu plus en alu. On va avoir des Lenovo, enfin on a les marques un peu connues, hein, Acer, Asus, Lenovo, HP, voilà, du Dell aussi, hein, qui vont être les marques les plus connues en tout cas et qui ont souvent qui sont bons rapport qualité-prix et qui vont avoir un service d'assistance aussi qui ne vont pas être mauvais. Moi, j'ai eu des problèmes, enfin, mes enfants avaient eu un problème avec le Lenovo, qui venaient d'acheter un iPad 3, qu'ils ont toujours, hein, donc ça marche bien. Et le service
le service, service après-vente. Ils ont pris en charge le transport, les réparations et le renvoi chez eux directement. Donc, c'est quand même, on a des services quand même comme chez Apple, hein. Faut pas hésiter aussi à aller voir le service après-vente. Tablette, bah, vous avez l'Android. Voilà, pour le coup, là, vous avez différentes marques. Alors, les plus connues, c'est Samsung, hein, Lenovo et Xiaomi, qui restent quand même des marques de très bonne qualité. Et le Windows Surface, qui est un peu à part. Vraiment, je le mets à part parce que pour moi, c'est vraiment un ordinateur qu'on a mis en forme de tablette avec, vous avez la possibilité d'avoir l'écran. C'est très utile hein, si vous voulez avoir un ordinateur aussi qui peut bouger au lieu d'avoir un ordinateur qui se referme. Là, au moins, c'est un écran avec un clavier souple. Pourquoi pas? Les téléphones, bah, les grandes marques, pour les autres marques, bah, Samsung toute la série DA, DA, DS, les A14, A15, hein, vous en avez pour tous les budgets, vous en avez qui commencent à 100 euros à peu près, qui vont jusqu'à 1200 euros. Des bons rapports qualité-prix, franchement, comme vous avez pour tous les prix, tout dépend de la marge de prix que vous voulez avoir. Si vous voulez mettre entre, on va dire, 150 et 200, 300 euros, bah, vous avez les Samsung et les Xiaomi qui sont des très bonnes marques, qui tiennent bien le choc. Moi, j'ai un Xiaomi, j'ai eu du Samsung, j'ai eu de l'Asus. Je crois que je change à chaque fois dès que je peux, en fait, dès que je change de téléphone. Je suis assez curieux. Faut pas hésiter à non plus changer de style. Le Pixel, si vous montez un peu dans la gamme, vous avez effectivement Samsung, OnePlus et puis X Pixel, hein. Pixel qui est la marque de Google. Donc, on est mieux servi par soi-même. Donc, le Pixel, c'est le téléphone de Google avec toute l'interaction de Google. Donc, pourquoi pas? Ils font des très, très bons. Pour ceux qui sont pros de la photo, je conseille l'iPhone, le Samsung ou le Pixel. Voilà, ils ont des très, très bons capteurs photo. Ils font des très, très belles photos. Maintenant, ça reste normalement des téléphones au départ. Et pour ceux qui maîtrisent peu, commencez peut-être par un Chromebook qui simplifie vraiment l'utilisation, surtout si vous avez un téléphone Android. Alors pour ceux qui ne veulent pas s'embêter l'ordissimo, même si on est dans un système très fermé, je préconise quand même le Chromebook à l'ordissimo, surtout pour l'interaction qu'il y a avec les téléphones Android. Les tablettes, alors vous avez une tablette, hein, vous avez l'iPad effectivement, enfin qui maîtrise peu, je dirais le Doro qui on est un peu dans le même style que euh, la Surface, mais avec un système Android. Vous avez le Samsung ou l'ardoise. Alors l'ardoise, ouais, non. En fait, j'ai mis, mais non, c'est un système vraiment très limité et vraiment pour ceux qui maîtrisent pas du tout la tablette. Voilà, c'est vraiment pour les personnes qui n'ont aucune maîtrise de la tablette. C'est des systèmes très rigides, très fixes, qui sont un peu chers aussi. Alors pourquoi pas, mais bon. Et les téléphones, pour ceux qui commencent vraiment, vous avez le téléphone Doro, qui est pas mal, hein, surtout pour les personnes qui commencent le téléphone. Pourquoi? Parce que vous avez le système Android qui est derrière et tout est marqué en verbe, hein, assez simple. Envoyer, voir, appeler. Donc pour ceux qui maîtrisent un peu moins bien les icônes, la façon dont on peut utiliser un téléphone, pourquoi pas. Et puis l'Android, mais qu'il va falloir configurer en mode simplifié. Et ça qui est aussi faisable. L'avantage et les inconvénients de changer, alors, bah, le fait de changer vos appareils, hein, ça permet, dans la plupart des cas, d'avoir quand même un système plus sécurisé, puisque plus à jour. Un vieux système bah, va être déficient, va y avoir beaucoup plus de failles de sécurité. Ça vous permet aussi d'avoir un système, enfin, un confort d'utilisation. Les écrans sont plus les mêmes qu'il y a 5 ans, hein, ils sont beaucoup plus réactifs, ils sont beaucoup moins fatigants pour les yeux, ils ont quand même une meilleure qualité. Il en existe vraiment pour tous les goûts et toutes les utilisations. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment d'aller voir directement sur place pour tester, vraiment tester avant d'acheter. Voilà, allez voir sur place. Changer d'OS si vous ne voulez pas trop investir. Alors, avant d'investir dans un nouveau appareil, un nouveau ordinateur, pourquoi pas tenter, une fois que vous avez bien sûr sauvegardé vos données, de changer de système d'exploitation. J'ai vu qu'il y avait un système aussi, je vais en parler, mais
je trouve plus le nom, un système d'exploitation qui est de plus en plus répandu pour les téléphones qui se rajoutent sur les téléphones, quel que soit le téléphone, et qui permet de redonner un coup de jeunesse, hein, qui est basé sur du Linux aussi, et qui permet d'utiliser le Google Play sans avoir la jonction avec toute l'interaction avec Google. Donc pourquoi pas, je vous le mettrai, il faut que je le retrouve. Mais j'ai vu un article dernièrement, puisqu'on passe à quelques, enfin, on est à 30 millions maintenant d'utilisateurs, donc on a un système comme ça qui commence à évoluer et qui commence à être utilisé de plus en plus. Pensez aussi à synchroniser à tous vos appareils et à sauvegarder vos données régulièrement. Je vous conseille, c'est pour récupérer aussi vos données plus facilement quand vous changez d'appareil. Sur un ordinateur, les applications peuvent se remettre sans aucun souci. Par contre, tout ce qui est des données personnelles, pour les retrouver plus facilement, sauvegardez-les sur un disque dur. Si vous voulez les rapatrier tous vos comptes, franchement, sur un téléphone, il suffit d'avoir un compte Google ou un compte iPhone. Quand vous reparamétrez votre nouvel appareil, il va vous reconfigurer l'appareil avec les mêmes applications. À peu de choses près, vous avez toujours une petite journée hein, de travail pour récupérer à peu près tous les fonctionnements. Mais le plus dur là-dessus, quand vous changez de téléphone, ça va être de reparamétrer toutes les applications de sécurité. C'est-à-dire si vous avez des applications bancaires, si vous avez des applications avec des autorisations de sécurité supplémentaires comme Authenticator, alors ces applications spécifiques à Microsoft ou des applications spécifiques à Chrome, à Google ou autres, c'est sur ces applications que ça va être le plus difficile pour récupérer. Et puis pensez à changer aussi votre numéro de téléphone, enfin pas votre numéro de téléphone, mais surtout à faire le changement auprès de Google, auprès de tous ces services-là pour qu'ils reconnaissent votre appareil, pour éviter d'avoir des problèmes. C'est le gros souci, hein. Donc pensez à bien obtenir, enfin bien mettre en route la synchronisation de vos appareils sur vos comptes, que ce soit sur ordinateur, que sur téléphone, que sur tablette. Euh, un smartphone, en fait, est efficace pour la plupart des utilisations. Donc, si vous devez avoir un appareil à la rigueur numérique, moi, je vous préconise, si vous hésitez entre un téléphone, une tablette ou un ordinateur, je vous préconise plus un téléphone actuellement. Pourquoi? Parce qu'on peut tout faire quasiment avec le téléphone. On peut faire ses achats en ligne, on peut vérifier, on peut faire ses mouvements bancaires, on peut téléphoner, on peut prendre en photo, on peut vraiment tout faire. C'est le premier appareil maintenant qui est en main. C'est le premier appareil numérique qu'on a pratiquement tous hein, maintenant. Donc c'est celui qui est le plus important en fin de compte à changer. Certaines offres et promos aussi sont peu intéressantes. Euh, alors, pas intéressante, pourquoi? Parce qu'on a vu dans le reconditionnement tout à l'heure, hein, quand je vous ai fait voir l'appareil, il était à 400 euros. Effectivement, ça peut donner l'impression que c'est un bon appareil, il est en Windows 11, etc. Au final, quand vous grattez un petit peu, il vaut mieux parfois mettre 100 euros de plus et puis avoir un appareil beaucoup plus efficace qui va tenir beaucoup plus dans le temps qu'un appareil à 400 euros qui va tenir beaucoup moins dans le temps. Pourquoi? Parce que les capacités sont déjà arrivées au bout par rapport à ce qui est actuellement. Euh, si vous faites un achat d'un ami et puis qu'il est encore en Windows 8, là, pour le coup, Windows 10, vous allez vite. Voilà, Windows 10 est valable encore jusqu'en 2025. Donc, vous pourrez l'utiliser un an et puis après, il va falloir refaire un achat. Donc, voilà, faites attention à ça. Il vaut mieux, dans ces cas-là, garder un peu plus ou alors partez carrément sur un autre système d'exploitation qui, lui, va être maintenu pendant 10 ans et vous avez la certitude que ça va être maintenu pendant plusieurs années. Mais il va falloir modifier un peu vos habitudes. Ça va être un peu le petit inconvénient, c'est que quand vous changez d'appareil, quand vous changez de système d'exploitation comme ça, il va falloir revoir vos habitudes. Mais vous allez voir que ça va revenir très rapidement. C'est comme vous changez de voiture, quand vous changez de plaque de cuisson, quand vous changez de canapé, vous n'avez pas votre place au départ. Et puis, vite fait, hein, vous allez retrouver vos marques, vous allez retrouver votre place. Voilà, donc ça, c'est juste une question d'habitude. Il ne faut pas hésiter à en changer quand même de temps en temps. Je vous ai mis aussi quelques définitions hein, sur le Wi-Fi, la 4G, les différents systèmes de connexion, les systèmes d'exploitation, un numérique responsable aussi, hein. Et puis, ce que je vous conseille, c'est toujours de comparer avant d'acheter, comparer les systèmes, aller vraiment
Privilégiez toujours votre choix par rapport à vos besoins. Ça ne sert à rien d'avoir le dernier MacBook Pro enfin, si vous êtes sous le système Apple, pourquoi prendre un MacBook Pro alors que vous pouvez avoir la même chose quasiment avec un MacBook Air, à part les connexions, hein, mais vous avez ce qu'on appelle maintenant des hubs, en fait, des stations d'accueil hein, qui peuvent se connecter où vous pouvez mettre tous vos appareils, hein, des écrans, des choses comme ça, plutôt que d'acheter un truc qui est vraiment spécialisé dans les pros. D'ailleurs, c'est le nom, hein, c'est MacBook Pro, c'est pas fait pour rien. Pareil, on vous fait des offres alléchantes avec des derniers téléphones très haut de gamme. Si vous n'en avez pas besoin, bah, on est dans une période un peu difficile, hein, pourquoi pas réduire un peu vos besoins? Il y a des très bons téléphones un peu moins chers. Ça évitera de toujours courir sur des dernières technologies ou alors changez-en à cesse courant, hein. Pourquoi pas de le vendre aussi vous-même et de recycler couramment votre téléphone. Pensez à votre confort visuel. On ne pense pas assez à la taille de l'écran, mais c'est hyper important. L'écran, quand vous achetez un ordinateur portable ou quand vous achetez une tablette ou quand vous achetez un téléphone, on a l'impression, alors téléphone, on est plus limité parce qu'on a une taille qui est à peu près standard, mais sur les ordinateurs portables, vous avez encore la possibilité de choisir entre le 13, on va dire le 17 pouces, voire 19 pouces. Si vous avez, il vaut mieux parfois un 17 pouces que vous allez moins bouger, si vous bougez 2 fois par an ou une fois par an, qu'un 15 pouces ou un 14 pouces que vous allez plisser des yeux, surtout si vous ne bougez pas tout le temps, quoi. Ou si vous restez le téléphone, enfin l'ordinateur branché. Profitez des promotions. Alors, là, on a passé les soldes. Malheureusement, j'arrive un peu trop tard, c'est dommage, mais il y a toujours des promotions. Au printemps, enfin fin d'été, ça va être les promotions étudiantes. Après, en hiver, on a le Black Friday. Après Noël ou même en février, on a les soldes. Donc, de toute façon, vous allez toujours bénéficier de certaines promotions. Attendez un peu, vérifiez et surtout vérifiez le cours de la promotion. Vous avez maintenant des sites qui vous permettent, suivant les produits, de vérifier s'il y a une courbe, enfin, s'ils ont ils ont augmenté les prix juste avant les promotions, ce qui peut arriver. Donc, faites attention à ça. Et surtout, hein, je vous le répète, mais c'est vrai, allez voir dans les magasins avant d'acheter. Si vous devez acheter en ligne, vous trouvez des promotions plus intéressantes parfois en ligne, mais allez vérifier quand même dans les magasins la taille, le poids et la qualité des matériaux avant d'acheter. C'est des investissements qui coûtent quand même souvent assez cher, hein. Un téléphone, même si voilà, on en a à 200 euros, si vous devez investir dans un téléphone un peu plus haut de gamme, allez voir quand même ce qu'il vaut. Est-ce que vous l'avez bien en main? Est-ce qu'il n'est pas trop léger? Est-ce qu'il n'est pas trop lourd? Est-ce que ça correspond à votre demande? Si vous achetez un ordinateur portable, est-ce que le poids correspond à ce que vous pouvez porter? Est-ce que l'écran, aussi la qualité d'écran, vous avez différents types de qualité d'écran. Vous avez de très bons écrans sur Apple, par exemple, ou les écrans AMOLED qui sont des très très bons écrans que vous avez aussi sur des hauts de gamme d'Asus. Ça vous fatigue moins les yeux, c'est des écrans de très haute qualité. Donc vraiment, et il n'y a que sur place qu'on peut se rendre compte de ça. Euh, Vous aurez un petit, pour ceux qui veulent télécharger le support, vous aurez un petit sketch avec Anne Romanoff aussi hein, sur le vendeur de téléphone que je vous conseille de voir, il est très bon. Et puis, bah, n'hésitez pas à aller sur notre site. En tout cas, je vous remercie d'avoir participé à cette parenthèse. J'espère avoir été assez complet et puis on va pouvoir partir aux questions-réponses. Merci à Malakoff Humanis de vous avoir aussi offert cette parenthèse.